Est-ce que mon micro est ouvert? Oui. Bonjour à toutes et tous. Merci Xavier, merci François. Merci à toutes et tous de nous avoir rejoints pour cette matinée. Merci d'avoir bravé les difficultés de circulation. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut être résilient même face aux intempéries. Vous avez envie de créer votre entreprise, vous avez envie de la faire grandir, vous êtes en quête de bonnes pratiques, de témoignages, de bons conseils. Vous êtes au bon endroit. Tout au long de cette matinée, tout au long de cette session, on va vous faire partager l'expérience d'entrepreneurs qui ont vécu ce passage à l'acte et ensuite la croissance d'entreprise. On va vous faire partager également l'expertise de professionnels de l'accompagnement de cet esprit d'entreprise. C'est un écosystème qui a considérablement évolué et qui change la donne véritablement pour les entrepreneurs que vous êtes toutes et tous. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Louis Picot, rédacteur en chef adjoint du Parisien et le patron du Parisien Économie. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Je représente la rédaction en chef des Échos et notamment la chaîne dédiée aux entrepreneurs, les Échos-entrepreneurs. C'est fait pour vous, nos médias sont faits pour vous. N'hésitez pas, je terminerai très rapidement cette petite séquence d'autopromo, à venir régulièrement chercher des informations chez nous. Mais donc on va passer cette matinée à entrer dans la réalité de la création et du développement d'entreprise grâce à un certain nombre de grands témoins, d'abord des entrepreneurs. Nous devions accueillir, je tiens à présenter ses excuses, Frédéric Jousset, le cofondateur de WebHelp, mais lui, les intempéries ont eu raison de sa volonté de nous rejoindre. Son avion a été dérouté sur l'île, il n'a malheureusement pas pu nous rejoindre. Mais on a malgré tout un trio d'entrepreneurs de haute volée, à commencer par un ami des gourmands, Jean-Louis. Oui, monsieur Grégory Marciano, qui représente Sushi Shop, entreprise qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années. C'est l'un de nos premiers intervenants. Ils sont trois. Il y a également La Box à planter, qui est représentée par Julie Spolmayer, qui est très jeune, qui a 1 an de plus que le Salon des entrepreneurs, je crois. Et puis, troisième intervenante, Sandra Legrand de Yapuka, qui interviendra également sur une partie très RH des débats. Yapuka, c'est une plateforme qui accompagne les gens pour préparer leurs entretiens, notamment pour les écoles, les stages et les premiers emplois. Sandra, vous l'avez déjà vu pour certains fidèles de notre salon sur cette tribune, parce qu'elle avait créé une entreprise qui s'appelle Calidea. Elle est également l'auteur d'un ouvrage sur la création d'entreprise avec notre amie Evelyne Platnik-Cohen qui s'intitule #Ambition. C'est toujours d'actualité. Et puis donc on a des professionnels de l'accompagnement des entreprises, en l'occurrence Didier Kling, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Je n'ai pas écorché le nom de cette institution, Didier, et on va être prochainement rejoint par Valérie Pécresse, qui est en route pour nous rejoindre, mais qui est victime de la neige, comme pas mal d'entre nous. Encore merci d'être arrivé jusque-là. On attend Valérie Pécresse d'un moment à l'autre. Alors on va commencer par justement ce passage à l'acte. Revenons aux sources, à ce moment qui travaille un certain nombre d'entre vous, j'imagine. C'est le moment où on décide de passer d'une idée à un projet professionnel, un projet entrepreneurial, un projet de vie aussi. Comment est-ce que vous avez vécu cela? On se tourne vers vous, Grégory Marciano, parce que vous êtes le plus capé, en fin de compte, des entrepreneurs de cette matinée. Revenez à la jeunesse de Sushi Shop. Quelle mouche vous a piqué, en fin de compte? C'est bon, on entend? Oui, c'est bon. Bonjour tout le monde. C'est assez simple, c'est une véritable envie d'entreprendre. À l'époque, c'est une histoire d'amitié, au début de Sushi Shop avec mon associé Hervé Louis. On se connaît depuis l'adolescence. On faisait des études, moi de droit, lui en école de commerce. Et on s'est rendu assez vite compte que finalement, les voies dans lesquelles on s'était engagé ne nous convenaient pas. Je me visualisais pas avocat, juriste, voilà, c'était pas mon. Donc on avait cette envie d'entreprendre. Après, il fallait avoir l'idée, surtout quelque chose dont on avait vraiment envie de faire. Moi, j'ai toujours eu cette passion pour la gastronomie. Je revenais d'1 an passé à New York où j'avais découvert les sushis. Mais les sushis version moderne, ceux qu'on connaît aujourd'hui, assez créatifs, assez innovants, abordables, proposés en vente emportée, en livraison. Et en revenant à Paris, je me suis rendu compte qu'à l'époque, il y avait ce type de produit n'existait pas. Il y avait des restaurants japonais très haut de gamme. Et donc l'idée est née comme ça. Et puis après, il a fallu se lancer. Et puis là, c'était toute une histoire. La disruption, elle n'était pas simplement sur l'offre gastronomique, elle était surtout sur le circuit de distribution, et notamment le choix de la livraison. C'était quelque chose d'assez novateur à l'époque. Aujourd'hui, on voit des livraisons de produits alimentaires dans tous les sens. J'imagine qu'il y a eu un certain nombre de difficultés à surmonter.
Donc c'était un segment de marché déjà qui n'existait pas du tout, même en Europe en fait. La livraison à domicile, c'était uniquement la pizza. Il y a eu plein de problèmes, évidemment. On était deux jeunes étudiants, aucune expérience dans la restauration. Déjà, rien que le fait de recruter notre premier salarié, à savoir notre chef sushiman, il y avait peu de gens, il y a peu de personnes qui étaient qualifiées, et presque aucun d'entre eux n'acceptait de venir travailler pour deux jeunes sans expérience, pas vraiment de fonds propres. Donc il a fallu convaincre un jeune apprenti dans un restaurant de venir travailler pour nous. Aujourd'hui, il est encore chez nous après 20 ans. Aujourd'hui, c'est lui qui forme nos sushimans. Donc c'est une belle histoire. On a fait toute notre vie ensemble. Alors justement, vous qui avez une expérience entrepreneuriale d'une vingtaine d'années, est-ce que vous pouvez nous dire les réflexes que vous utilisiez à l'époque, au moment du lancement, et qui existent encore aujourd'hui, les bonnes, ce qu'il faut savoir quand on est entrepreneur et sur quoi il faut s'appuyer sur la durée? Ça a tellement évolué en 20 ans que c'est compliqué de dire. J'avais aucune expérience de la vie professionnelle, aucune expérience de l'entrepreneuriat, mais une phrase... Ça veut dire qu'on peut apprendre en marchant. Je dirais, déjà, ça s'apprend en marchant. Le métier, tout ce qu'on fait évolue tellement, on évolue avec la société, mais je dirais que gérer un bon père de famille et essayer du bon sens, ça c'est quelque chose dont on a besoin tout au long de sa vie professionnelle, de son parcours. Merci. On va donner la parole à Julie Spollmeyer pour La Boxe à planter. Donc je dis deux mots sur votre activité, votre concept. Le slogan, c'est chaque saison, recevez dans votre boîte à lettres l'essentiel pour jardiner sans vous prendre le chou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça Il y a un bon marketing au passage, ma chère Julie. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça brièvement? Oui, alors ma mission en tant qu'entrepreneur, j'ai voulu reconnecter les citadins à la nature et je pense que ça vous parle tous en tant que Parisiens dans la salle. Et en fait, je voulais le faire de façon un peu fun et rendre le jardinage sexy comme je le dis, avec un abonnement où en fait à chaque saison vous recevez dans votre boîte aux lettres donc 5 sachets de graines bio, des légumes, des fleurs, des aromates et surtout plein de conseils pour vous guider de la graine à l'assiette. D'accord. Alors vous représentez cette génération qui a envie d'entreprendre, qui a soif de vie professionnelle, mais d'une façon qui a fortement évolué. Hein, les chiffres le prouvent, les témoignages que l'on peut recueillir. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Est-ce que c'est une opportunité ou un enchaînement d'opportunités qui a fait que vous êtes lancé? Ou est-ce que dès le départ, au fond de vous-même, vous disiez, moi, de toute façon, je vais créer ma boîte, je serai mon propre patron, c'est comme ça que j'entends les choses? Un petit peu des deux. En fait, j'étais plutôt pas très mauvaise à l'école et du coup, on m'a orientée pour faire une prépa et rentrer dans une école de commerce. Et en arrivant dans l'école de commerce, je me suis un peu demandé aussi ce que je faisais là. Et heureusement... Les salariés, moi jamais, en gros, c'est ça? Comment? Salariés, moi jamais, c'est ce que vous vous êtes dit? Ouais, ou au moins faire carrière dans un grand groupe, moi jamais. Et en fait, je suis tombée dans les premiers jours amoureuse de l'entrepreneuriat. Et là, en fait, je me suis dit, bon, j'ai pas fait la pire école pour entreprendre. Et du coup, je pense que on a beaucoup de jeunes maintenant ont besoin de trouver du sens dans leur métier. Et la créativité de l'entrepreneuriat m'attirait beaucoup. Et je suis ravie d'être entrepreneur aujourd'hui. Alors le parcours justement, quand vous êtes lancé, les gens, vos parents, la famille, les réactions, est-ce que c'est des enseignants aussi qui ont pu venir vous aider, des professionnels? Dites-nous, on va y venir dans la deuxième partie du débat. Mais au tout début, comment les gens réagissaient autour de vous, dans votre entourage proche? Alors, on accueille Valérie Pécresse, qu'on remercie d'avoir bravé toutes les difficultés de ce matin pour nous rejoindre. Bienvenue, madame. Bienvenue. Allez-y. Allez-y, Julie. Oui. Bienvenue. Julie, vous pouvez reprendre, allez-y. Oui, en fait, quand j'ai voulu lancer la boxe à planter et que j'ai dit à mes parents que j'allais vendre des graines, ils ont un peu paniqué, oui, sur le coup. Ils ont vraiment paniqué. Surtout que je sortais d'un mini burn-out parce que, en fait, j'avais signé un CDI et en tant qu'entrepreneur, c'est pas la meilleure chose. Enfin, en tant qu'âme d'entrepreneur, c'est pas la meilleure chose à faire. Et puis, donc, mon père s'intéressait vaguement, ma maman me soutenait quand même. Et puis, quand je lui ai dit au bout d'une semaine, j'ai déjà fait 700 € de chiffre d'affaires. Mon père, il a dit quoi, ça s'appelle comment déjà ton truc? Donc maintenant, ils me soutiennent beaucoup, tous les deux et toute ma famille.
Cette génération, elle fait entre autres partie des clients que vous ciblez, Sandra, avec yapluka.org. Et oui, je récidive. Alors, je suis un peu comme Grégory. Moi, j'ai 18 ans d'expérience dans la création d'entreprise. Donc, On va revenir sur ce véhicule de serial entrepreneuse, d'ailleurs, juste après. alors, vous voulez que je réponde à quoi? Non, d'abord sur cette cible. Yapluka, la cible, et cette génération, cette jeune génération à laquelle vous vous adressez, entre autres. Voilà, dans ma deuxième expérience, donc yapluka.org, on a entraîné avec mon associé Valérie Falala, avec qui j'ai créé cette société, beaucoup de jeunes, puisque forcément, à 50 ans, on a des jeunes entre 18 et 24 ans, qui passaient des concours d'entrée école, stage et premier emploi. Et donc, on s'est dit, il y a un vrai sujet, parce que l'oral en France n'est pas encore très développé, l'expression, se connaître, s'exprimer, et puis après convaincre, bien évidemment. D'ailleurs, on voit bien que l'oral, maintenant, au bac, va avoir un grand oral de 30 minutes. Donc, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Donc, on entraîne, on est une plateforme qui regroupe des entraîneurs, qui sont des coachs, des RH ou des étudiants confirmés, et qui entraînent des jeunes pour leur entretien oral, que ce soit concours d'entrée ou stage ou premier job. Et revenons, c'est un peu la même question que celle que posait Jean-Louis tout à l'heure à Grégory Marciano. Vous êtes une serial entrepreneuse, hein, donc par rapport à ce que vous avez vécu dans une première vie, avec la création de Canal CE devenu Calidea et le développement de cette entreprise, et ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous observez, est-ce qu'il y a des fondamentaux, des invariants, et puis peut-être éventuellement des grosses surprises? Alors, effectivement, quand j'ai créé, c'était les belles années 2000, donc il y a eu cette énergie entrepreneuriale qui a vraiment commencé à cette époque-là, les business angels, les levées de fonds, les venture capitalistes, donc ça a mis une certaine énergie qui a déclenché en fait des énergies. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai été chez Coca-Cola, donc quand j'ai dit je pars pour créer une boîte, effectivement, au début, on vous regarde en vous disant « Ah bon, mais tu es sûr, tu as quand même un super métier, une super carrière, un super salaire. En plus, tu as 2 enfants en bas âge qui ont 1 et 3 ans. Tu es folle ou tu es vraiment convaincue ?» Donc j'ai dit « Je suis vraiment convaincue. » Et je trouve qu'en 20 ans, il y a eu un développement énorme déjà de tout cet écosystème, ne serait-ce qu'à commencer par le salon des entrepreneurs, mais voilà, le prix EY, enfin il y a beaucoup de choses, notamment sur le financement, qui est quand même le nerf de la guerre, mais aussi sur tout l'accompagnement, les experts comptables, les avocats. Il y a vraiment un écosystème très favorable et l'ambiance, l'image a vraiment changé. Et en fait, les ingrédients sont assez simples. Il faut une énorme dose d'énergie, une énorme dose de pugnacité, même pour venir ici quand il neige, et une énorme dose de positivisme. Voilà, parce que si on vous voit souffler, mon banquier m'a dit un jour, si tu arrives en soupirant, je te coupe toutes les lignes. Voilà, donc j'ai dit jamais. Alors, on évoquait justement la richesse de cet écosystème autour de l'entrepreneuriat. On va se tourner vers nos experts, puisqu'en fin de compte, ils l'incarnent eux aussi. Mais peut-être d'abord, Didier Kling, quand vous entendez des parcours comme ceux de nos 3 témoins, est-ce qu'on a 3 formidables exceptions, ou est-ce que ça illustre justement quelque chose, une tendance de fond un peu plus massive sur l'esprit d'entreprendre aujourd'hui dans ce pays et dans cette région? C'est intéressant parce que, à titre personnel, j'ai créé ma propre entreprise il y a peu plus. Oui, vous êtes entrepreneur, hein, vous n'êtes pas simplement le salon des entrepreneurs. Et c'est intéressant de voir ce qui s'est passé en fait en l'espace de 25 ans. Il y a quelque chose de constant. C'est je crée une entreprise parce que j'ai une idée et j'ai envie de la mener à bien. On se pose aujourd'hui des grandes questions. Est-ce que c'est pour gagner de l'argent ou pas? C'est pas le sujet majeur. Le sujet majeur, j'ai vraiment une idée. Il y a quelque chose qui n'existe pas. Et cette idée, j'ai envie de la mettre en œuvre. Je passe du rêve à la réalité. C'est pas toujours simple, mais franchement, c'est enthousiasmant. Par contre, il y a des choses qui ont changé un peu. La première chose qui a changé, qui me frappe dans ces témoignages, c'est les projets sont beaucoup plus mûris qu'ils ne l'étaient il y a 25 ans. Parce que je suis accompagné, avocat, expert comptable, chambre de commerce, conseil régional. Oui, j'ai un environnement aujourd'hui, j'ai un microcosme qui m'aide. Il y a une deuxième chose qui a vraiment changé aussi, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a quelque part, dans la création de l'entreprise, le rejet de vivre dans une situation dans laquelle je suis sujet par rapport à une hiérarchie. Je n'ai pas envie d'être dans une grande structure. Ce qui pose d'ailleurs de vrais problèmes aujourd'hui pour les grandes structures, qui comment on peut attirer les talents. Et les garder, ça me frappe quand je vais visiter les 19 écoles de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, aussi bien les très grandes écoles de gestion, HEC, que des centres de formation d'apprentis. Et on interroge toujours qu'est-ce que vous voulez faire demain. Et aujourd'hui, je suis frappé du nombre, quelle que soit l'école dans laquelle il se trouve, qui me dit « j'ai envie de créer mon entreprise ». Donc il y a cet appétit, cet enthousiasme, et ça c'est bien, c'est grâce pour partie au Salon des entrepreneurs, mais pas uniquement. Et il faut toujours se rappeler, si vous avez cette idée, on est là pour vous accompagner avec le conseil régional, avec tous les conseils extérieurs. Oui, on peut faire en sorte que vous puissiez développer dans de bonnes conditions, parce qu'on sait très bien qu'une entreprise accompagnée est une entreprise qui réussit mieux.
Merci. On va passer la parole à Valérie Pécresse. Justement, on parle, déjà bienvenue et merci d'être arrivée jusqu'à nous. On parle d'accompagnement, on parle beaucoup de changement aussi, d'évolution depuis ces 10 ou 20 dernières années. Bien sûr, le Conseil régional, au même titre que d'autres institutions, aide et accompagne les entrepreneurs. Pouvez-vous nous parler de vous, à votre niveau, comment ça se passe, justement de cette évolution, puisque je crois qu'il y a des choses qui sont en train de bouger et le Conseil régional va proposer des nouveautés en matière d'accompagnement aux entreprises. Oui, d'abord pour me féliciter que la création d'entreprises soit aussi dynamique en Ile-de-France. Dans la région, on est à plus 10% en un an. On est à 180 000 créations d'entreprises, y compris les auto-entrepreneurs cette année. Donc ça veut dire qu'il y a une immense demande. Et donc face à cette demande et à cette envie de créer, nous allons, avec la Chambre de commerce, vous avez compris qu'on était la main dans la main, mais pas que, avec tous les réseaux qui s'occupent de la création d'entreprises et de l'aide au développement des entreprises, lancer une initiative qui est, je crois, unique en France, qui consiste à accompagner pendant 3 ans tous ceux d'entre vous qui ont un projet de création d'entreprise ou qui ont déjà créé leur entreprise, avec 3 phases d'accompagnement. Bâtir son projet, financer son projet et ensuite piloter l'entreprise une fois qu'elle est créée. L'objectif de tout ça, c'est qu'on ait près de 15 000 créateurs d'entreprises accompagnés. Et on a signé une convention pour ça s'appelle le programme Entrepreneur Leader. Allez sur le stand de la région, il y a toutes les informations. Entrepreneur Leader, et on a signé une convention avec tous les grands réseaux d'aide à la création d'entreprises, donc les CCI, les chambres de la CCI, Paris-Île-de-France, la Chambre de métier Paris-Île-de-France, les couveuses, les réseaux BGE, France Active, le réseau Entreprendre, l'ADI, je les cite pour que vous les voyez à peu près. Et l'idée, ils sont à peu près tous sur avec un stand sur le salon. Donc vous pouvez, L'idée, c'est quoi? C'est que vous aurez leur adresse, leur nom, vous les contactez et ils vous prennent. Alors, si vous êtes issu d'un quartier politique de la ville, si vous êtes une personne chômeuse de longue durée ou un allocataire de l'allocation adulte handicapé, c'est gratuit. Si vous êtes un entrepreneur, j'allais dire, qui est en dehors de ces critères sociaux, c'est une somme modique de l'ordre de 90 € pour la première phase. Première phase, 12 heures d'accompagnement pour bâtir votre projet avec des spécialistes de la création d'entreprise. Ensuite, financer votre projet, c'est gratuit, c'est des prêts d'honneur, c'est des prêts à taux zéro pour vous aider, et des prêts qui vont, je n'ai pas tous les chiffres en tête, de 8 000 à 120 000 € dans le cadre du réseau. Et ensuite, troisième phase, pendant 3 ans de l'accompagnement au pilotage d'entreprise, toujours avec les mêmes réseaux, et là aussi, c'est un coût extrêmement faible. Voilà. Et avec ça, l'idée c'est quoi? C'est qu'on veut passer à 60% d'entreprises qui durent plus de 5 ans. On veut accroître la durabilité de vos entreprises et vous aider à les créer. C'est un dispositif vraiment unique et tous ceux qui se présentent sont pris, avec un objectif quand même conventionnel d'avoir 50% de femmes en 2019. Ça ne veut pas dire qu'on refuse les hommes. Hein. Sinon, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'arriver à 2 avec une femme avec vous. Non. Mais l'objectif qu'on a donné à tous nos réseaux, c'est d'avoir 50% de femmes entrepreneurs, parce qu'on n'est qu'à 35%. Et comme vous l'ont très bien dit nos 2 témoins, eh bien, créer une entreprise pour une femme, c'est aussi possible. Voilà. Et vous voyez qu'on veille effectivement à cette diversité. Ce que je retiens également du pitch que vous nous faites sur ce nouveau dispositif, c'est la durée de cet accompagnement. C'est-à-dire qu'on va au-delà du moment de la création. Et c'est vrai que depuis quelques années, on peut constater et se féliciter du fait que l'accompagnement de l'acte de la création, en la matière, la France a rattrapé son retard par rapport à d'autres pays, que pour accompagner la croissance des entreprises, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est à ça que vous vous attaquez, justement, leur permettre non seulement de se lancer, mais de grandir, de mieux grandir dès le départ. Oui, parce que le souci aussi, c'est que l'envie d'entreprendre, elle est partagée par beaucoup de franciliens. Beaucoup de franciliens, mais après, il y a les initiés, il y a les autres. Hein, si votre père ou votre mère est chef d'entreprise, cadre, et travaille en lien avec les milieux de la finance, bah, vous savez, vous connaissez. Donc nous, on veut casser la barrière des initiés. Pour casser la barrière des initiés, pour qu'on puisse être entrepreneur
tout le monde puisse être entrepreneur, qu'il y ait de l'entrepreneuriat pour tous, il faut de l'accompagnement. Il faut casser les codes, connaître les portes d'entrée, connaître les réseaux. Et ça, c'est les coachs. Donc c'est du coaching, d'entrepreneuriat pour vous permettre de grandir. Didier Kling, même si je sais que vous allez devoir nous quitter pour aller accueillir une délégation ministérielle, juste un mot sur cet accompagnement à plus long terme, cet accompagnement non seulement du lancement mais de la croissance des entrepreneurs. Un mot, très vite. C'est très simple. Créer une entreprise, c'est enthousiasmant. Mais le vrai problème, c'est une fois que je l'ai créée, passer le cap des 2 ans. Et c'est la raison pour laquelle on est à vos côtés par plusieurs dispositifs, dont celui-ci qui est franchement assez remarquable, je crois, qui vous permet de passer ce cap. Parce que si vous avez passé ce cap, vous gardez le même enthousiasme, vous constatez que c'est pas aussi simple que ça, mais franchement, c'est vraiment intéressant et ça mérite. Et ensuite, une fois que vous avez passé ce cap par divers aides qui sont à votre disposition, alors vous êtes parti sur la longue durée parce que vous allez pouvoir développer et on sera toujours auprès de vous pour vous financer, vous développer, voire exporter, pourquoi pas. Merci Didier Kling. Oui, un dernier mot. Petite précision, pour tous ceux d'entre vous qui ne sont pas déjà franciliens, si vous vous installez en Ile-de-France, ce dispositif est pour vous. Ça, c'est de l'attractivité en action, effectivement. Le message est passé. Merci Valérie Pécresse, merci Didier Kling. On vous laisse aller remplir vos obligations à l'égard de notre délégation ministérielle. On va tout de suite accueillir un autre expert, un autre représentant de cet écosystème autour de l'entrepreneuriat, cette fois-ci du côté de la ville de Paris, Jean-Louis. Jean-Louis Missika, qui est maire adjoint à la mairie de Paris. Il est chargé des grands projets, du Grand Paris, donc qui est le grand projet, et du développement économique et de l'attractivité. C'est un fidèle de ce salon. On en parlait à l'instant. Bienvenue Jean-Louis Missika, merci de nous avoir rejoints. Alors c'est le deuxième thème de notre rendez-vous. C'est intéressant parce qu'on en parlait avec Valérie Pécresse, il y a bien sûr différents temps. Dans l'entrepreneuriat, il y a la création, la créativité, mais une bonne idée, ça ne suffit pas. Il y a derrière se faire accompagner et puis durer, se développer. Et cet accompagnement, il est déterminant. Les statistiques le prouvent, le confirment année après année. Une entreprise qui n'est pas accompagnée, eh bien, parmi celles qui se lancent, il en reste à peine 1 sur 2 à échéance de 5 ans. Parmi celles qui bénéficient d'un accompagnement, on est au-delà des 60-70%. Donc l'impact, il est immédiat et il est direct et il est surtout durable. Alors on va se tourner vers nos amis entrepreneurs, justement. Vous avez vécu cela, peut-être, de manière positive, parfois de manière un peu moins efficace. Qui vous a aidé? Quelles ont été les aides les plus déterminantes? Sandra? Alors, les premiers à aider, c'est l'entourage proche. Souvent, on hésite à les solliciter, mais il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas de faux complexes. Les premiers à vous aider sont votre famille, vos amis, vos proches, vos anciens collègues de bureau, vos relations proches. C'est le fameux love money dont on parle si souvent? C'est le fameux love money. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu d'argent ou un petit ticket à mettre, et ils le feront avec plaisir, parce qu'il y a quand même 13 millions de Français qui veulent créer. Il y en a encore que, même si ça progresse, quasiment 600 000 qui passent à l'acte. Donc ça veut dire que tous les autres ont envie de partager une aventure, et le faire avec vous, vous accompagner, ça les galvanise. Donc autant les solliciter. Et puis après, bien évidemment, vous allez sur des venture capitalistes ou sur des financeurs qui sont un peu plus importants. Les banques aussi, difficile au tout début, quand même, il faut se le dire, même s'il y a eu beaucoup de progrès, difficile. Et les banques sont aussi là pour vous accompagner. Et BPI, bien sûr, fait un travail extraordinaire parce qu'elle co-garantit les banques, ce qui permet à certaines de prendre plus de risques. Mais quand même, les banques, au tout démarrage, c'est compliqué. Oui, mais il y a d'autres solutions, effectivement, vous le rappeliez. Et il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui sur le salon. Il ne faut pas hésiter à y aller. Et comme je dis toujours, on a toujours plus de chances d'obtenir ce qu'on demande que ce qu'on mérite. Voilà. Encore faut-il mériter ce qu'on demande. Donc parlez de votre projet, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage, avec tout un tas d'interlocuteurs qui peuvent vous permettre d'ailleurs de le faire mûrir bien souvent. Passez-le au crash test, comme on a l'habitude de le dire, et puis voilà, et demandez, sollicitez des aides comme c'est une leçon de vie. Au pire, c'est non, donc parlez et demandez ce que l'on peut faire pour vous, à d'autres interlocuteurs ce qu'ils peuvent faire pour vous. Jean-Louis, une question à Grégory. Grégory Marciano, donc Sushi Shop, à l'époque, c'était pas évident de vendre des sushis. Aujourd'hui, ça paraît une évidence. Il y en a partout. Mais à l'époque, c'était quand même assez original, il me semble. Justement, vers qui vous êtes allé pour vous faire aider dans les premiers temps? Exactement comme Sandra l'a dit. Au début, on a mis nos petites économies et on a sollicité un peu notre famille. On a démarré donc avec pas beaucoup de fonds propres. Évidemment, les banques, c'était dur au début, mais assez rapidement, une fois que le concept commençait à bien marcher, c'est vrai que grâce à Oseo, enfin maintenant BPI, qui contre-garantissait les banques ont joué leur rôle et ont financé notre développement. Donc non, mais merci aux banques, évidemment.
Et vous avez fait le choix de la franchise également. Ça, c'est peut-être un point que l'on peut détailler, n'est-ce pas, Jean-Louis? C'est vrai qu'après quelques années de développement propre et quelques points de vente, on a décidé pour accélérer notre développement, pour prendre vraiment le leadership en France. Donc on a décidé de se tourner vers la franchise. C'est vrai que c'est un véritable levier de croissance qui permet de se développer sans fonds propres et d'aller assez vite. Et on a rencontré un véritable engouement au salon de la franchise. Mais comment choisir le bon moment? C'est pas évident, même si au bout d'un moment on prend une telle importance que peut-être on y pense, mais c'est quand même stratégiquement très, très fin comme choix. Et puis il faut aussi charter son projet pour qu'il puisse être reproductible sans perdre les valeurs, l'identité de la marque. Alors, déjà, on l'a tous dit, le travail, aimer ce qu'on fait, toute la passion, tout ça, c'est obligatoire. Mais après, il y a quand même pour un gros développement, il y a évidemment être là au bon moment. Donc le facteur un peu chance, le facteur timing en tout cas, est quand même très important. Et c'est vrai que nous on a commencé les sushis alors que ce n'était pas du tout dans l'air du temps et que ça a explosé, la consommation a explosé au milieu des années 2000 et nous étions au bon endroit au bon moment. Donc c'est là où nous avons senti qu'il y avait le potentiel pour un développement en franchise. Julie, qu'est-ce qu'il en a été pour vous des principaux dispositifs d'aide, des réseaux sur lesquels vous vous êtes appuyés? Alors, on a évoqué tout à l'heure Dominique Restineau, qui est aussi président du MoveJ. Vous faites partie de ce réseau, ce mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. Qu'est-ce que ça vous a apporté, par exemple? Oui, tout à fait. Donc moi, au départ, je me suis vraiment un peu lancée seule dans mon garage. Et au niveau des financements, j'ai fait tout en autofinancement. Donc j'avais très peu d'argent d'économie, mais après les clients ont On vous achetait des graines, ça faisait des fonds propres et vous rachetiez des graines. Voilà, donc j'ai pas fait de levée de fonds ou de prêts bancaires depuis le début. Mais ce qui m'a vraiment soutenue, c'est le soutien moral et notamment du MoveJ, donc qui est un réseau qui permet dont je suis lauréate en 2016, dont j'ai été lauréate, et qui permet de trouver en fait un vrai soutien parce qu'on est suivi par un mentor. Pendant un an ou plus si affinité. Et ça marche comment ce mentorat? C'est quoi? C'est un coach? C'est une sorte de conseiller privé ou c'est plutôt un interlocuteur qui vous aide à grandir? C'est pas vraiment un coach, en tout cas c'est pas un coach métier parce que par exemple mon mentor c'est un expert de référencement et la première fois qu'on a parlé référencement c'était il y a une semaine, ça fait 1 an et demi qu'on est en suivi ensemble. C'est plutôt quelqu'un qui va agir sur notre savoir-être d'entrepreneur et qui va être là pour nous soutenir moralement et ça c'est hyper important comme il y a la love money mais il y a la love tout court, family et des amis, etc. Et depuis, j'ai tissé des liens avec plein d'entrepreneurs et des coachs, etc., qui sont aujourd'hui mes piliers et mon équipe également. C'est hyper important pour le soutien moral. Alors Jean-Louis Missika, pour la mairie de Paris, on parle d'accompagnement, on parle d'opportunités, on parle du bon moment. En ce moment, il y a pas mal de projets importants sur Paris et sa région. On va évoquer le Grand Paris, évidemment, les Jeux Olympiques. Est-ce que pour les entreprises, les futures entreprises, ce sont des opportunités très concrètes qui font qu'il y a quelque chose qui va se passer? Et est-ce qu'il y a des aides spécifiques pour les gens qui voudraient se lancer dans la mouvance de ces projets? Non, pas exactement. Ce qui est important sur ces grands projets, que ce soit le Grand Paris, par exemple le Grand Paris Express, ou que ce soit les JO, c'est de donner leur chance aux start-up et aux TPE et aux PME. Et donc là, pour le coup, il y a des dispositifs spécifiques qui sont mis en place par ceux qui lancent les appels d'offres ou les appels à projets qui permettent que ce ne soit pas seulement les grands groupes qui répondent. Et puis nous avons nous-mêmes lancé des grandes opérations comme Réinventer Paris ou Inventons la métropole, dans lesquelles nous demandons en fait à ceux qui répondent à ces appels à projets de venir avec une équipe pluridisciplinaire. Et c'est ce qui permet justement de faire se côtoyer le grand groupe et la start-up, la PME, l'artiste, le chercheur, l'architecte, bien sûr, l'urbaniste, le paysagiste. Vous vous rendez bien compte que justement dans ces appels à projets, c'est la diversité
de l'ensemble des gens qui vont composer l'équipe qui fait la richesse et l'intérêt et l'innovation dans ce projet. Et c'est pour ça que je voudrais insister sur un point qui me paraît essentiel, c'est le fait que une des choses que fait notre agence d'innovation, Paris & Co, c'est de faire se rencontrer les grands groupes et les startups. Parce qu'on a un club qui s'appelle le Club Paris & Co, c'est l'incubateur de start-up Paris-Île-de-France. Oui, c'est même notre agence d'innovation au sens large, parce qu'il pilote également un programme qu'on appelle Urban Lab et qui permet justement aux porteurs de projets, à des créateurs d'entreprises, d'expérimenter dans l'espace public. Vous savez qu'il y a souvent un problème de preuve de concept quand on innove. Alors c'est pas le cas quand on fait des sushis, mais il y a très souvent vous avez il y en a tellement maintenant. Oui, en tout cas il y a peut-être des manières de faire qui sont innovantes, mais il faut savoir qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'innovations qui sont des innovations urbaines. Et pour faire la preuve de concept de ces innovations urbaines, il faut pouvoir les expérimenter in situ, dans les rues, dans les quartiers, dans les parcs, dans les jardins, enfin bref. Et pour ça, nous avons un spécialiste, l'Urban Lab, qui va aider en quelque sorte l'entrepreneur à monter son expérimentation et à l'implémenter et à franchir toutes les étapes réglementaires qui parfois sont complexes pour pouvoir expérimenter. Jean-Louis Misica, vous évoquiez effectivement le fait de favoriser la rencontre, la coopération entre les grands groupes et les startups. Alors, tout le monde en parle, tout le monde est plein de bonnes intentions. Et on voit que derrière, pour transformer, pour délivrer, comme on dit dans le monde de l'entreprise, il y a souvent un peu loin de la coupe aux lèvres. Il y a notamment des différences de culture, puis des différences de rythme, quoi. Le rythme de décision, de validation d'un projet dans un grand groupe, ça n'a souvent pas grand-chose à voir avec le rythme de vie qui s'impose à une startup. Comment est-ce qu'on peut mettre un peu plus d'huile dans les rouages, au-delà du déclaratif? Non, mais vous avez parfaitement raison. L'horizon temporel d'un start-upper, c'est 3 mois. L'horizon temporaire d'un grand groupe, c'est 3 ans. Et donc, le dialogue est souvent difficile. Je pense qu'il y a 2 aspects qu'il faut prendre en compte. D'abord, ce qu'on appelle l'innovation ouverte. C'est-à-dire, je pense que la plupart des grands groupes aujourd'hui se sont rendus compte qu'avec les innovations de rupture qui peuvent surgir de n'importe où, avec la transformation numérique, il n'est plus possible de faire de la R&D comme on en faisait auparavant, et notamment de faire de ce qu'on appelle la R&D propriétaire. Et donc, il vaut mieux avoir des partenariats avec des startups qui sont en train d'explorer des champs qui n'apparaissent pas a priori comme étant essentiels aujourd'hui par le grand groupe, mais peut-être que demain, ça peut bouleverser complètement leur activité. Donc, les plateformes d'innovation ouverte, c'est vraiment le nouvel âge des incubateurs. Aujourd'hui, nous créons des lieux d'innovation qui permettent à des grands groupes d'envoyer des salariés, d'envoyer des chercheurs qui vont travailler directement avec les start-upers. Aujourd'hui, nous créons des incubateurs en partenariat avec les grands groupes, que ce soit Engie, que ce soit Air Liquide, ou que ce soit par exemple les grands de l'immobilier. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous devons, et c'est ce que j'ai expliqué par exemple avec Réinventer Paris, c'est que nous devons nous créer les compétitions, les challenges. Nous avons un challenge par exemple qui s'appelle Paris Data, dans lequel le grand compte est incité à travailler avec la start-up. Et Paris Data, ce sont des défis qui sont lancés par la ville sur des problèmes urbains. Et ces défis, en fait, ils sont relevés par des équipes qui sont composées de grands groupes, de PME ou de start-up. Je voudrais revenir vers Julie pour la box à planter, puisque j'avais lu certaines de vos déclarations lors de débats précédents, et vous disiez que vous évoquiez vos bonnes et vos mauvaises surprises depuis que vous êtes lancé. Donc les bonnes surprises, il y avait l'interactivité avec vos clients, puisque ça fait partie du concept. Il y a beaucoup d'échanges entre les gens qui font pousser leurs petites graines. Et puis il y avait les mauvaises surprises. Donc les mauvaises surprises, c'était l'administratif et la logistique. Donc vous, dans quel domaine vous êtes fait aider spécifiquement et dans quel domaine il y a des besoins, d'après vous?
Il y a deux domaines. Il y a le domaine, je pense, du savoir-être, donc tout ce qui est la position en tant que dirigeant, fédérer son équipe, structurer l'organisation. Ça, c'est plus des choses que je me suis fait aider avec une coach avec laquelle on a beaucoup travaillé et avec pas mal de bouquins de développement personnel dont je bouquine beaucoup. Et sinon, pour tout ce qui est la partie administrative et logistique, j'ai eu la chance de embaucher la meilleure salariée du monde pour moi, pour ça, qui se débrouille vraiment super bien. Et du coup, j'ai plus rien à gérer, sauf là, elle est en congé maternité, je reprends tout. Il faut trouver un autre talent alors pour quelques mois. Comment ? Il faut trouver un autre talent pour quelques mois, c'est ça un peu le défi ? Non, mais du coup, ça me fait du bien. Je sens que j'ai évolué. Je le fais avec un petit peu plus de plaisir. Plus de phobie administrative de votre côté. On arrive bientôt au terme de ce deuxième volet, mais je voudrais revenir vers vous, Sandra, Grégory, vous qui avez vécu l'expérience entrepreneuriale. Sandra, vous les accompagnez aussi beaucoup. Qu'est-ce qui manque encore dans cet écosystème d'accompagnement ? Je dirais qu'il y a quelques sujets qui peuvent se craquer, comme on dit. Donc, moi, je suis plutôt marketing et commercial, mais en finance, en pacte d'actionnaires, en expert comptable, etc., on apprend et on arrive à lire nos bilans, on arrive à les comprendre, on arrive même à être créatif. Ce qui reste toujours très compliqué, c'est l'IT, tout ce qui est informatique, parce que malgré tout, quand vous êtes face à votre DSI, que vous lui dites « j'aimerais juste, à la fin du panier, rajouter un produit », là, il te dit 18 jours. 18 jours, pourquoi ? Et donc, c'est ça qui. Ça aussi, c'est pas le rythme de vie de l'entrepreneur. Alors qu'on dit, je veux juste un truc au panier, mais il faut refaire le parcours client, il faut refaire la base, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours des choses qui restent un peu compliquées, mais globalement, on apprend, et on apprend tout le temps, et il faut se sourcer. Alors, il y a des webinars, il y a Internet, et puis il y a surtout tout l'entourage. On parlait des réseaux, c'est vraiment clé. Là, il y a beaucoup de réseaux que vous allez rencontrer sur place, et c'est vraiment important, parce que, encore une fois, quand on s'analyse, on s'inquiète, et quand on se compare, on se rassure. On pense toujours qu'on fait mal les choses, et finalement, on a quand même des tableaux de bord, on a quand même fait ça, on a quand même verrouillé tel point, etc. Donc vraiment, toujours partager. Je trouve qu'il y a une économie et un écosystème très généreux. On est là pour ça, on est là pour partager, et tout le monde est là pour aider. Donc, une fois, c'est toi qui aides, une fois, tu seras aidé. Et c'est important de poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions stupides. Apprendre le métier d'entrepreneur, c'est au day-to-day. On en apprend encore beaucoup. Moi, même aujourd'hui, en recréant avec une vision un peu différente, j'en apprends encore beaucoup. Donc, il ne faut pas hésiter et demander. Grégory, qu'est-ce qui pourrait fonctionner encore mieux ? Ensuite, on reviendra une dernière fois avec Jean-Louis Missika. Moi, ce que j'ai appris avec 20 ans d'expérience maintenant dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment de se faire, d'être bien entouré. C'est-à-dire, au départ, on ne peut pas avoir ses salariés, ses compétences en interne. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout bien choisir son expert comptable. Bien choisir les personnes à qui on va travailler, ça c'est primordial. Moi j'ai vécu ces erreurs, j'ai eu de mauvais experts comptables qui peuvent peut-être à certains moments mettre en danger même la société. Il y en a des très bons. On accueillera tout à l'heure le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Il nous parlera des bons. Il faut avoir le droit à la parole. Il va falloir outsourcer toutes les ressources au démarrage parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir ça en interne. Donc c'est choisir très très bien ses collaborateurs, enfin les gens avec qui on va travailler, puis ensuite choisir très bien ses collaborateurs et les gens avec qui on va travailler. Si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment être très vigilant sur ça, avec ceux avec qui on va travailler, avec qui on va s'entourer. Faciliter la rencontre des talents, ça fait partie du projet d'accompagnement, justement, Jean-Louis Missika. Faciliter la rencontre des talents avec les entrepreneurs. C'est le rôle, justement, de tous ces lieux où les gens se rencontrent et travaillent ensemble, les incubateurs, les accélérateurs, les plateformes d'innovation, les tiers-lieux. Moi, ce qui me paraît vraiment très important, c'est que le créateur d'entreprise ne se sente pas seul et ne se sente pas isolé et ne se sente pas démuni quand il se pose une question. C'est Jean-Baptiste Rudel, l'un des fondateurs de Criteo, qui est un des grands succès français, coté maintenant au Nasdaq et incubé dans un de nos incubateurs, Agoranov, qui me racontait qu'en réalité, Criteo n'est pas du tout l'entreprise qu'il avait en tête au moment où il est rentré dans l'incubateur. Il a rencontré 2 autres créateurs d'entreprise. Ils se sont rendus compte que chacun avait un morceau de l'idée, en quelque sorte, et la start-up s'est créée dans
l'incubateur au travers du partenariat entre ces 3 jeunes créateurs d'entreprises. Et il faut savoir que l'échange d'expériences, l'échange de bonnes pratiques, voire même le réconfort psychologique, parce que de temps en temps, on a quand même des coups au moral quand on est créateur d'entreprise. Ben, tout ça se passe justement dans ces lieux qui sont des lieux où se dégage une énergie exceptionnelle et dont la station F est maintenant, je dirais, le vaisseau amiral pour la ville de Paris. Mais il faut savoir qu'il y a plus de 70 incubateurs ou accélérateurs dans la métropole et que c'est là que les choses se passent. Et si j'ai un conseil, une recommandation, un dernier message à faire, c'est à tout jeune qui a envie de créer une entreprise, c'est de lui dire de commencer par regarder l'endroit où il va s'installer, où il y aura d'autres gens qui font la même chose que lui. De façon à pouvoir justement échanger les expériences et trouver les soutiens, la solidarité. Merci beaucoup Jean-Louis Missika. Merci. On va vous laisser reprendre une vie normale et peut-être écouter la suite de notre débat. Avant le 3e volet où on parlera avec nos témoins entrepreneurs de l'envie de grandir, de l'ambition de grandir, on va avoir un petit interlude parce qu'il y a un entrepreneur qui sait ce qu'il en est de se lancer dans l'aventure et de développer une entreprise qui a un petit message un peu particulier à vous passer. On l'accueille tout de suite. C'est l'invité surprise de cette matinée. Les voilà. Tellement surprise que... Voilà. Ah tiens, un vieil ami. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Mais qui êtes-vous, cher monsieur? Non, bonjour. Donc je m'appelle Augustin et j'ai la joie d'être le cofondateur d'une aventure que peut-être certains connaissent ici et qui s'appelle Michel et Augustin. Donc on a lancé il y a 13 ans avec un copain de lycée qui est Michel. Il y avait tout le monde dans la salle. Et ça fait toujours plaisir de revenir ici parce qu'il y a à peu près 10 ans, on venait de bouger de mon appart dans le 16e rue Hermel, dans le 18e, pardon, et pour passer dans notre première bananeraie qui était une cave dans le 15e, et qu'il y avait déjà le salon des entrepreneurs, et que la guest de cette édition-là, c'était quelqu'un que j'admire profondément et qui est Bill Gates. Donc on était, je crois, en 2008, quelque chose comme ça, donc Bill Gates était annoncé, et je m'étais dit, moi, c'est vraiment un show que j'ai envie d'aller voir, et donc je m'étais pointé ici. 5 minutes avant le début du show. Et évidemment, la salle, c'était cette même salle-là, elle était complètement bondée. Évidemment, la sécurité avait interdit tous les accès, tellement c'était plein, et je me suis retrouvé un peu tout penaud à l'entrée de cette conférence. J'étais arrivé avec quelques vaches à boire, parce qu'on venait de lancer les vaches à boire, et je m'étais dit, tiens, j'allais faire un peu de sampling dans la queue, mais j'en avais pris qu'une vingtaine, donc effectivement, c'est pas tout à fait adapté à une salle qui avait plus de 6000 personnes. Donc j'étais penaud, je commençais à repartir, et là je passe devant un stand et je vois un gars qui était en costard sur le stand, et je me dis, tiens, est-ce que tu peux pas me prêter ta veste? J'en ai besoin pour 10 minutes. Donc je prends la veste du gars, je reprends mes vaches à boire sur un petit plateau que j'avais aussi trouvé sur le stand, et je me repointe à la même porte d'entrée devant le même agent de sécurité. Là je lui dis, mais je ne sais pas pourquoi, je ne savais même pas très bien ce que ça veut dire, j'ai dit, excusez-moi, commissariat général, service traiteur, est-ce que je peux passer? Donc là le gars il me regarde un peu surpris, et il me dit, écoute, vas-y, passe. Donc je descends, j'avais un peu les jambes qui tremblaient, et c'était plein, puis j'arrive ici. Puis là, évidemment, nouveau service de sécurité, puis je refais le truc une fois en me disant, ça va marcher une première fois, ça va marcher une seconde. Excusez-moi, commissariat général, service traiteur, est-ce que je peux passer? Donc là, je monte sur scène, et il y avait des pupitres, et donc je dispose gentiment mes vaches à boire, et j'avais des gens dans la salle que je connaissais qui me voyaient sur les vidéos en me disant, mais qu'est-ce que tu fous là par texto sur la scène? Donc on a mis des vaches à boire, Bill Gates est arrivé, il a fait son speech comme d'habitude absolument brillant, et un peu par hasard, il a bu une vache qu'on a réussi à capter en vidéo et faire tout un buzz. Donc c'est un peu le même papeur de l'époque, et c'est sûr qu'on a un lien un peu particulier avec le salon des entrepreneurs. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui nous réunit tous ensemble aujourd'hui? On ne se connaît pas, vous ne vous connaissez pas entre vous, nous sommes tous très différents, mais je pense qu'on a quelque chose qui nous unit, c'est cette volonté, ce rêve, cette utopie ancrée au plus profond de nous, chaque jour, petit à petit, de là où nous sommes, de changer le monde et de contribuer à un monde meilleur. Beaucoup sont déjà entrepreneurs, et c'est super. Beaucoup d'autres hésitent, se posent des questions, se racontent des histoires pour ne pas y aller.
avec toujours une question qui est centrale, qui est la question de la confiance. Avons-nous confiance en nous? Qui a confiance en soi? Pas moi. Très peu de gens ont confiance en eux. Mais ce que je sais, et ce que je crois profondément, c'est que chacun d'entre nous a des talents exceptionnels. Faut-il encore prendre le temps et les moyens de les découvrir petit à petit en multipliant les expériences de la vie? Et moi, c'est là où j'encourage les jeunes générations à ne pas chercher de rationnel ou de logique, mais à se laisser emporter par leur passion et de vivre des expériences professionnelles qui correspondent vraiment à leurs aspirations pour apprendre à se connaître, découvrir ses talents et trouver le bon terreau dans lequel on peut exprimer ses talents. Donc, ensemble, tout est possible et chacun, au fond de soi, a ses talents exceptionnels. Beaucoup aussi ne seront jamais entrepreneurs dans la salle ici. Et c'est tant mieux. On aurait tous les mêmes talents, on aurait du mal à faire tourner la Terre. Mais ce qui est dingue, c'est que ce mot entrepreneur aujourd'hui a totalement été préempté par la sphère économique. Un entrepreneur, c'est un créateur d'entreprise. Mais le mot, en fait, entrepreneur est un mot qui est beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus beau que le mot créateur d'entrepreneur. Parce qu'en fait, entrepreneur, c'est un mot que la langue anglaise nous envie. Il n'y a pas de mot en anglais pour dire entrepreneur, c'est un mot français. Mais ce que je sais aussi, c'est que chacun d'entre nous est l'entrepreneur de sa vie. Chacun est responsable de soi et qu'ensemble, nous sommes les entrepreneurs de la vie. Donc, oublier le mot entrepreneur, sphère économique, c'est que nous sommes tous entrepreneurs de notre vie. La vie, parfois, réserve des surprises. Je crois à l'unicité de l'individu. Il n'y a pas Jacqueline au travail et Jacqueline chez elle. Il n'y a pas Paul au travail et Paul chez lui. Nous sommes un tout. Et je vais vous partager une petite histoire qui est toujours compliquée pour moi à partager, mais la force du témoignage, parce que moi je suis inspiré par des témoignages et je sais que ça peut inspirer quelques personnes. C'est un témoignage personnel sur un bonheur immense que je ne souhaite à personne et qui me guide aujourd'hui au quotidien. Nous sommes le 15 mai 2008, au petit matin. Je regarde par la fenêtre et il fait gris. Et la femme derrière moi, qui est une sage-femme, me dit « Mais vous foutez de ma gueule, vous allez bientôt avoir votre 4e enfant et vous trouvez que ça ne va pas être une belle journée. » Quelques minutes après, ma femme Victoire accouche et le bébé pointe le bout de son nez. À la seconde où ce bébé qui n'avait pas de prénom naît, on comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Et pendant les 3 heures qui suivent, on fait comme si de rien n'était. Et je quitte la maternité au bout de 3 heures pour retourner chez moi et prendre une douche, sans dire au revoir à personne, ce qui était contraire à toutes mes habitudes des 3 précédentes fois. Je suis dans le bus, mon téléphone sonne, ma femme qui me joint, et je sais instantanément ce que je n'ai pas voulu voir pendant les 3 dernières heures. Je retourne à la maternité et les médecins nous disent que notre fille est atteinte de trisomie 21. Et tout ce que je vous dis ici, c'est que c'était une chose totalement inconnue, c'était pour nous quelque chose d'inimaginable, qui a été un sous-manéi complet, et pourtant, 10 ans après, c'est un bonheur immense, mais que je ne souhaite à personne. On ne choisit pas toujours tout dans la vie, même si nous sommes chacun entrepreneurs de notre vie, mais on choisit toujours la façon dont on vit les choses. Et cette petite fille, tous les soirs, quand je la retrouve à 19h à la maison, parce que je suis chez moi tous les soirs à 19h, m'apprend une chose, c'est le discernement et ne pas avoir peur de la différence. Le discernement est un sujet passionnant. Réfléchissez à quel point, dans notre vie quotidienne, on se prend la tête pour des sujets qui n'en méritent pas la peine. Voilà. Et n'ayons pas peur de la différence et n'attendez pas que la vie vous sourie pour sourire à la vie. Alors je vais vous demander quelque chose de très simple, très simple, c'est que je vais vous demander de vous lever tous. Ça c'est encore simple, on peut se lever. N'ayez pas peur de la différence et de l'inconnu,
Et je vous demande de repérer 3 personnes proches de vous que vous ne connaissez pas. Et je vous demande de leur sourire ou même de rire, s'il vous plaît. Et maintenant, on va... Maintenant, pour embrasser et embraser cette différence, on va faire un exercice qui va vous engager encore un peu plus. Vous allez faire 3 hugs à 3 inconnus, mais vous y allez fort. Hein, n'ayez pas peur et vraiment des hugs tous à 3 personnes autour de vous. C'est bien les vrais câlins. Il y a du renfort. Et c'est pas fini. Et on va redonner un peu d'énergie à la salle. On va vous réveiller un peu. Bonjour. Et Margot va prendre la parole. Bonjour à tous. Donc il y a Augustin qui va tenter de s'éclipser discrètement, donc on va faire comme si on ne voyait rien. Effectivement, à la Bananeraie, on a un dernier rituel un petit peu énergisant qu'on avait envie de vous partager. Donc surtout, restez bien debout. Et il y a juste une chose que je vais vous demander, c'est de laisser de côté tous vos préjugés, vos a priori, votre jugement. Hein, lâchez tout. Votre voisin n'existe pas, il ne vous regarde pas, vous n'allez pas le regarder. Simplement jouez le jeu à fond. On est là quoi ensemble encore 2-3 minutes. Jouez le jeu, je vous promets, ça fait un bien fou. Concept très simple. Vous n'avez qu'à reproduire le moindre geste que je vais faire sur scène. Ok ? Là, vous commencez à avoir peur, je le sens. Donc là, typiquement, si je tape dans les mains, alors c'est pas mal, c'est juste qu'il faut le faire en même temps. Donc on va recommencer. Si je tape dans les mains, ça donne quoi ? Ok, c'est pas mal. Si je teste ça, ouais, c'est bien. Est-ce qu'Hassan, tu peux nous mettre un petit peu de son qui bouge pour voir ce que ça donne ? Hassan ? On essaye ? Ok. Vous avez l'air super chaud. Attention, ça va bouger. Allez, je vous vois bouger, c'est parti. Attention, là, on va se mobiliser à fond. Encore, on donne tout. Allez, ça défoule. Oh, les blagueurs. Vous pouvez chanter si vous voulez. Hein. Allez, dernier effort, on se défoule. J'en sens qu'il lâche, c'est pas bien. C'est maintenant le last. Ok, c'était pas mal. Nouveau défi. On a 30 secondes pour faire décoller le palais des congrès. Ok ? Très simple, danse de la joie. Il va y avoir une cloche, un décompte, 3, 2, 1. Et vous allez décoller littéralement les jambes, les pieds. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Power ! Allez, on décolle ! Bravo à tous. Vous avez shaké le palais des congrès, je pense que vous l'imaginiez peut-être pas ce matin. Comme quoi, avec un petit peu d'audace et beaucoup d'énergie, on arrive à de très grandes choses. Mais en fait, c'était juste ça, hein, notre message avec Julie et Augustin. Même pas peur que vous soyez déjà entrepreneurs dans l'âme, futurs entrepreneurs, intrapreneurs. Vivez à fond, l'impossible est possible, croyez en vous, vous êtes beaux. Faites des choses, voyez grand, très très grand. Et si ça vous intéresse, Hassan offre des formations diplômantes de chorégraphie à la Bananeraie tous les lundis soirs. Venez nombreux. Merci.
Même pas peur. Maintenant, il va falloir qu'on reprenne le fil de notre débat. Même pas peur de se livrer à ce genre d'exercice. On accueille tout de suite nos deux grands témoins. Dominique Restineau, le président par intérim de l'agence France Entrepreneur. Et Charles-René Tandé pour le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Bienvenue. on va parler avec vous toutes et tous, de l'envie de grandir. Encore une fois, l'écosystème français, vous l'avez bien compris, il est tout à fait prêt à favoriser le passage à l'acte, la création d'entreprises. Ensuite, on a besoin d'entreprises qui non seulement naissent, mais se développent, grandissent, n'aient pas peur de voir les choses en grand. Qu'est-ce qui a changé dans l'écosystème, Sandra ? Par rapport à cette envie, encore une fois, de ne pas simplement créer ce qu'aux Échos on a pris l'habitude d'appeler une entreprise de subsistance, mais vraiment davantage d'entreprise de croissance. Alors, c'est vrai que le sujet, c'est la croissance. On parlait de 2 ans, 5 ans. Moi, j'ai gardé ma boîte pendant 16 ans. On était arrivé à 70 millions de chiffre d'affaires et 200 salariés. La phase de croissance n'est pas si simple. Et en France, on n'a que 4000 ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire, alors qu'en Angleterre ou en Allemagne, ils en ont le triple. Donc, on a un sujet de croissance. Moi, j'étais vice-présidente de Croissance Plus, donc je milite beaucoup là-dessus. Il faut déverrouiller. Alors, il y a des sujets sociaux, fiscaux, légaux, il y en a beaucoup. Mais il y a un sujet d'état d'esprit, d'ambition. Et je pense que l'idée que les grands groupes accompagnent cette croissance est une bonne idée parce qu'à un moment, les grands groupes sont installés partout. Donc, international, on peut cocher la cage avec eux. Les grands groupes peuvent nous faire bénéficier de leur lab, de leur techno, peuvent nous aider à trouver les premiers clients, les premiers partenaires, les bureaux même à l'étranger. Donc, c'est important de trouver en fait des accompagnateurs sur la croissance qui est un vrai sujet. Alors, on dit la croissance c'est génial, mais il faut mettre en place des nouveaux salariés, une gouvernance, un encadrement, du management. Il faut mettre en place des ressources humaines, des financements plus importants. Donc, c'est pas si simple. Il faut aller chercher des spécialisés sur la croissance. Et là, il n'y en a pas encore assez. Moi, je dirais que la France doit agir là-dessus, y compris aller chercher des investisseurs étrangers pour investir en France. Le Choose France, c'est déjà génial, mais il faut Choose Entrepreneur en France. Merci. Julie, pour la boxe à planter, justement, cette croissance qu'on vous souhaite, elle a déjà commencé, on vous souhaite qu'elle se poursuive. Est-ce que vous envisagez un jour, justement, on parlait du rapprochement avec des grands groupes, est-ce que vous envisagez un rapprochement avec des grands groupes dans votre secteur d'activité, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose que vous refusez parce que vous voulez garder une indépendance, ou est-ce que c'est trop tôt pour y réfléchir? Quel est votre point de vue là-dessus? Il est plutôt mitigé, je dirais, ça dépend déjà du grand groupe. On a été approché par Géant Vert et Coca-Cola, etc. et on n'a pas voulu travailler avec eux pour des questions de valeur. Mais là, de plus en plus, on commence à travailler avec des entreprises parce qu'on a un service en fait dédié à eux qui est de la personnalisation de sachets de graines ou de box pour à destination de leurs salariés ou autres. Et là, on a signé notre premier grand devis avec une grosse entreprise, ce qui nous permet d'avoir pas mal d'argent d'un coup et de se développer sur notre partie plus B2C. D'accord. Une grande entreprise, vous avez dit? Oui, ce sera dans quelques mois. Mais on ne peut pas dire le nom encore. Non, c'est une entreprise cosmétique naturelle. Enfin, il y a des médias que ça intéressera. Vous en le avez moment deux représentants sur cette estrade, le moment venu. Il y a des médias que ça intéressera, le Parisien, les Échos, entre autres. Grégory Marciano, sur cette envie de grandir, sur la manière dont c'est accueilli, encore une fois, vous vous êtes lancé déjà sur un segment qui était un peu original au départ. Ensuite, vous avez voulu aller vite, vous avez voulu vous développer en franchise. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été bien accompagné, qu'on a été à la hauteur de vos rêves en grand? Et puis le marché a changé, il est devenu ultra concurrentiel, beaucoup plus qu'à l'époque, j'imagine, où vous êtes lancé. On a mis 20 ans quand même, c'est 20 ans, donc 10 ans finalement pas si rapide. La véritable croissance a commencé à partir de 2007. Non, au niveau de l'accompagnement, pour ce qui est de la franchise, oui, on avait des aides à travers toute l'organisation des métiers de la franchise en France. Sur le reste, on a dû un peu composer seul. Mais encore une fois, sur la croissance, je tiens à dire, c'est entreprendre, c'est quelque chose, monter son affaire, c'est quelque chose, et après, c'est un état d'esprit. Il y a des gens qui se contenteront très bien d'entreprendre et de rester à un certain niveau. La croissance, c'est un choix, et comme on le dit, c'est un choix compliqué qui entraîne plein de sujets. Moi, c'est là-dedans qu'on sait que je m'épanouis, que avec mes associés, on s'épanouit dans la création, dans le développement, etc. Mais c'est pas forcément non plus une obligation.
Chacun, effectivement, selon son projet, selon sa vision. Sur cet accompagnement de la croissance, chers amis et experts, Charles-René Tandé, Dominique Restineau, comment est-ce que les choses ont évolué? Dominique, peut-être, du panorama de l'agence France Entrepreneur. Est-ce qu'aujourd'hui, on a davantage d'entrepreneurs qui ont envie de grandir et qui ont la possibilité de le faire? Alors, je vais faire une chose. Je vais prendre de mon temps de parole. La croissance, c'est parce que les entreprises... parfois ont l'intérêt, parce qu'on leur montre que ça peut être que de grandir. Il y a 25 ans, j'étais au premier salon des entrepreneurs. Je pense que le salon des entrepreneurs a contribué à l'entrepreneuriat français et je pense, nous sommes sensibles à je n'ai pas encore entendu, malgré ce que je viens de voir avec Michel juste avant, mais je pense qu'ils sont chauds. Je pense que vous devriez me faire plaisir, leur faire plaisir et leur souhaiter un joyeux anniversaire au Salon des Entrepreneurs. Donc pour le SDE, Happy Birthday to you. Donc je compte sur vous pour reprendre 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. J'entends pas assez. To you. Happy birthday le SDE. Happy birthday to you. Merci. Mais encore, mon cher. C'était quoi la question? La question, c'était est-ce que l'écosystème a bien évolué et surtout, est-ce qu'on sent davantage cette envie de grandir et pas simplement de créer aujourd'hui? Alors, il y a 25 ans, la PCE, l'AFE, l'Agence France Entrepreneur, et je dirais son ancêtre, l'Agence nationale pour la création d'entreprises, existait déjà. Mais c'était les débuts. Donc oui, ça a énormément changé parce que ça s'est structuré. Parce qu'il y a bon nombre de réseaux d'accompagnement. Alors il y a les grands réseaux, les chambres de commerce, les chambres de métiers, les experts comptables, je ne vais pas tous les citer, les réseaux d'accompagnement également associatifs, et les plus petits d'ailleurs également. Donc oui, tout ça, c'est un véritable engouement, et comme l'a dit Michel juste avant, la France est véritablement un pays d'entrepreneurs. À l'agence France Entrepreneur, on a, j'aime bien importer des idées du Québec, j'ai ramené une idée qui est l'indice entrepreneurial français. Est-ce que vous savez... et on mesure deux choses dans cet indice, c'est un outil un peu inédit, c'est la chaîne entrepreneuriale, je vais vous expliquer ce que c'est que la chaîne entrepreneuriale, et les freins à la croissance, et les freins à la création, donc à la croissance également derrière. La chaîne entrepreneuriale, c'est tous les intentionnistes. À chaque fois, il y a les sondages pour le salon, les gens qui ont envie de créer. OK. Les intentionnistes qui ont déjà entamé des démarches. Les entrepreneurs eux-mêmes, et les personnes qui ont eu des entreprises, qui ne les ont plus, qui l'ont soit cédé, soit transmise, soit arrêté totalement, ou soit parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un dépôt de bilan, et ça arrive également. Est-ce que vous savez combien représente cette population dans la chaîne entrepreneuriale en France? Quelques millions. 32% des Français. Ça représente quelque chose comme 15 millions de personnes. Oui, la France est véritablement un pays d'entrepreneurs. Et depuis une bonne vingtaine d'années, je pense que chacun a contribué à avoir cet engouement. Charles-René Tandé, pour ce qui est du Conseil supérieur des experts comptables, vous accompagnez justement précisément bon nombre d'entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez nous définir justement votre rôle, sachant que dans votre métier, le rôle justement a beaucoup évolué ces dernières années? Oui, on voit bien souvent l'expert comptable comme celui qui va accompagner au niveau des comptes annuels, de l'alias fiscal, des obligations déclaratives. Bon, ça ne se limite plus à ça. C'est nécessaire. Bien sûr. Il faut répondre à ces obligations. Mais à côté, bien évidemment, le rôle de l'expert comptable, et j'irai au-delà de tous ceux qui accompagnent, c'est d'accompagner le chef d'entreprise lors de la création, parce que c'est vrai que c'est complexe de savoir quel est le bon statut fiscal, social, le projet économique, la viabilité, mais également après, dans la croissance, c'est de permettre au chef d'entreprise de grandir, je vais dire, raisonnablement, par étapes. Parce que voir grand, oui, il faut voir grand, et c'est vrai que le champ a été élargi avec les moyens technologiques, Internet, c'est large. Et donc aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est souvent des diagnostics des différentes fonctions de l'entreprise. Parce que, comme ça a été dit fort justement tout à l'heure, au fur et à mesure que l'entreprise grandit, il y a tout à mettre en place. Le système, les RH, le système, la fonction achat, la fonction vente, le système d'information. Et à toutes ces étapes de l'entreprise... L'intégration du numérique aussi dans l'entreprise. Le numérique, bien évidemment. Et donc, il est nécessaire de se poser régulièrement les bonnes questions
Et c'est en se posant les bonnes questions qu'on va franchir chacune des étapes. Parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer. Il y en a qui échouent. Et à la limite, ce n'est pas très grave. Il faut rebondir derrière. Et ça, c'est très important, cette possibilité de rebondir. Mais si on est bien en amont à faire l'analyse régulière de la situation de son entreprise en différentes fonctions, eh bien, je pense qu'on accompagnera bien mieux la création et le développement de l'entreprise. Et ensuite, toutes les formules sont possibles en termes de conseils. Est-ce que ça peut être ponctuel, régulier, tous les mois, une fois par an? Moi, ce qui me frappe, c'est l'insuffisance de consommation de conseils en France. On parlait tout à l'heure des ETI en Allemagne. Le marché du conseil en France, c'est 4 fois moins qu'en Allemagne ou 3 fois moins qu'en Angleterre. On a une insuffisance de culture au niveau de nos entreprises d'avoir recours au conseil. Là, je ne parle pas uniquement des experts comptables, c'est l'ensemble de ceux qui peuvent accompagner tous les différents spécialistes qui accompagnent l'entreprise. C'est une faiblesse chez nous. Dominique Restineau, vous êtes non seulement entrepreneur, mais vous êtes un militant de l'entrepreneuriat sur plusieurs axes. Vous êtes également le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Vous êtes le président fondateur du MoveJ qu'on évoquait tout à l'heure. Vous êtes celui qui a importé le mentorat en France avec l'Institut du mentorat entrepreneurial. Mais au-delà, vous représentez là en particulier l'AFE. On sait que c'est une structure qui bouge. Vous en êtes le président par intérim parce qu'elle est en cours d'évolution. Comment est-ce que vous voyez son rôle justement pour favoriser encore plus la croissance de ces entreprises ? Alors, en ce qui concerne l'AFE, l'important, c'est que l'AFE, donc l'Agence France d'entrepreneurs, l'important, c'est qu'elle apporte l'agrégation des services. C'est la base d'information et d'orientation la meilleure de France. Je crois que tout le monde en est conscient aujourd'hui. En termes de site, d'information, de services, c'est la meilleure plateforme. Très confraternement, nous le reconnaissons bien volontiers. Oui, il y a ce site grand public, bien sûr, mais il y a également le site intranet qui accompagne les réseaux d'accompagnement, mais les consulaires également, parce qu'on va y chercher la bonne information en France. Ce qui pour moi est important, depuis plusieurs années, j'ai cette direction, enfin j'ai une vision qui m'apparaît assez forte, c'est d'avoir, et c'est ce qu'on va mettre en place avec le site devrait sortir dans 2 mois, le nouveau site avec le Pass Entrepreneur. Le Pass Entrepreneur, je dirais, c'est une colonne vertébrale avec 2 bras. D'un côté, le profilage des candidats à la création, à la reprise, au développement de l'entreprise. Donc ce profilage, parce qu'on ne va pas accompagner de la même manière tous les profils, tous les porteurs de projets de la même manière, et pourtant ils ont tous besoin effectivement d'accompagnement, même si malgré tout cela, c'est un travail qu'on doit continuer à faire, il faut les inciter à être accompagnés parce que ça augmente le taux de survie, ça a déjà été dit, bien évidemment, de survie bien sûr, mais également de développement. À côté de cela, il y a le deuxième bras, c'est la territorialité. Puisque ce qui est important, c'est que dans la salle, la personne qui a un projet, n'importe quel projet, elle puisse savoir qui peut l'accompagner, où elle doit aller, en fonction de son type de projet. Il n'y a pas besoin d'aller demander à BPI France un prêt à l'export quand on veut, et c'est superbe, créer un salon de coiffure. Je vais prendre n'importe quoi. Ceci dit, un salon de coiffure, on peut en créer un et on peut en créer 2000. C'est ce qu'on a vu également en France. Donc, de savoir ce qui se passe exactement là où je me trouve, donc l'ancrage et le profilage et la territorialité. Ensuite, il y a deux jambes qui sont fondamentales. Cette jambe qui va être l'accompagnement humain sur toute la chaîne d'accompagnement, anté-création, création-reprise, post-création-reprise, avec l'ensemble des réseaux d'accompagnement pour être accompagné et que chacun, je dirais, se passe la main pour accompagner celui qui est le plus important pour nous, c'est-à-dire l'entrepreneur, le porteur de projet. Et à côté de ça, bien sûr, il manque une deuxième jambe, c'est toute la jambe d'accompagnement financier, où là, il faut véritablement créer le pool de financement qui part du microcrédit pour certains profils. En développement, vous y ajoutez les prêts d'honneur, vous y ajoutez des petits fonds, vous y ajoutez les business angels, vous y ajoutez le nouveau prêt que BPI vient de lancer pour les TPE. C'est cette chaîne d'accompagnement avec un endroit où tout le monde se parle, où tout le monde travaille ensemble pour avoir une grande politique entrepreneuriale française. Et quand je dis française, permettez-moi Arnaud, je vous permets, mon cher Dominique. Si on veut une Europe, parce que le marché américain, c'est pas celui de la France, le marché asiatique, c'est pas celui de la France, si on veut une Europe politique, économique, il faut une Europe d'entrepreneurs, et pour avoir une Europe d'entrepreneurs, il faut élargir l'écosystème sur un écosystème européen.
On revient vers nos amis entrepreneurs. Le titre de cette dernière séquence est « Voir en grand ». Votre rêve en grand, aux unes et aux autres ce matin, quel est-il? Quel est le projet qui vous fait rêver ces temps-ci? Sandra? Alors, effectivement, j'ai écrit #ambition, donc rêver grand, c'est aussi avoir d'ambition. C'est aussi pour ça qu'on revient vers vous, ma chère. Oui, ce mot qui quand même est assez incroyable, parce que quand on dit de quelqu'un c'est un ambitieux ou une ambitieuse, c'est une petite critique sournoise, et quand on dit de quelqu'un il a aucune ambition, c'est une grosse critique. Donc ce mot, il faut un peu le remettre au cœur du sujet, c'est l'audace, c'est l'action. Moi, je crois qu'il faut avoir son ambition. Et elle est tout à fait légitime si c'est celle qui est très alignée, tête, cœur, corps, comme on dit dans les langages psy. Il faut aimer son projet, il faut se sentir à l'aise avec ce qu'on est, ce qu'on fait. Si vous avez envie, comme tu le disais Grégory, de créer une société de 2 personnes, auto-entrepreneurs, il faut le faire. Si vous avez envie d'être leader sur un marché, il faut le faire, mais il faut mettre les moyens avec. Ça ne sert à rien de dire je veux être là et ne pas mettre les moyens financiers, humains, techno, marketing, etc. Donc il faut être aligné avec son ambition. Et ce que j'aimerais dire, c'est que la notion d'intra-entrepreneur qui a été évoquée tout à l'heure sur scène, elle est très importante parce que tout le monde ne peut pas forcément être entrepreneur. Il y a des moments de vie où on peut pas, où on veut ou on veut pas. Ça arrive à 20 ans. Voilà, moi j'ai un fils qui est dans la salle qui veut créer une entreprise. Je lui dis c'est bien, mais tu peux aussi aller te former dans une grande boîte, dans des grandes marques et être intrapreneur. Intrapreneur, c'est créer son projet, prendre des initiatives, mener un projet transversal dans une boîte et le mener loin. Et c'est un peu un exercice préliminaire à l'entrepreneuriat. Il y a la phase auto-entrepreneur aussi. Et puis après, il y a entrepreneur avec une SA, une SARL. Donc toutes les phases sont intéressantes, mais l'intrapreneur et l'entrepreneur, ce sont les mêmes mécaniques, les mêmes raisonnements. C'est du courage, de la motivation, de l'envie, de l'initiative, de la prise de risque, parce qu'il y en a aussi. Même aujourd'hui dans une boîte, il y a une prise de risque. On n'a plus des jobs pendant 50 ans, des carrières dans une même boîte, avec un seul métier, avec un seul statut. Ça n'existe plus. Autant se préparer. Un mot là-dessus, puisque vous parlez un petit peu des notions alternatives. C'est pas forcément j'ai une super idée, je me lance, je crée mon entreprise. Il y a effectivement les intrapreneurs et il y a aussi la reprise d'entreprise, la cession d'entreprise. Je sais que c'est un sujet qui est cher à tous les deux, là, qui nous accompagne. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui en France qui cherchent des gens pour les reprendre parce qu'il y a un départ à la retraite ou parce que la personne s'en va. Et il y a beaucoup d'aventures entrepreneuriales qui s'arrêtent parce que on ne trouve personne. Donc effectivement, on peut avoir un esprit d'entrepreneur et n'être pas forcément ne pas avoir la super idée de départ. On peut reprendre quelque chose. Ça existe aussi. Il y a des opportunités. Charles-René Tendé, sur ce sujet de la reprise, je crois que c'est un sujet important pour les experts comptables. Ça, c'est essentiel. On est au cœur de centaines de milliers d'entreprises. On sait bien qu'il y a un taux de renouvellement naturel par les départs à la retraite, mais on constate, hélas, qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui finalement ne survivent pas au départ à la retraite du dirigeant. Et là, il y a un vrai travail en amont pour préparer la transmission et pour trouver le bon repreneur. Je reviens avec ma question vers vous, Grégory, Julie, votre rêve en grand du moment, quel est-il? Allez Julie, vous allez être la première à avoir un micro. Allez-y. J'entends mal, du coup j'ai entendu un prénom qui finit par un I, désolée. Mais j'ai compris la question, donc c'est le principal. Moi mon rêve en grand, c'est plutôt de rêver en beau, parce que je pense que la croissance, j'ai pas envie d'une hyper-croissance, que souvent l'hyper-croissance se fait dans la souffrance. Parce que c'est très difficile de grandir très vite, comme les ados qui grandissent vite, on se cogne partout, quoi. Et donc mon rêve en grand à moi, c'est de continuer à grandir tranquillement comme on le fait avec l'équipe, à toujours apprendre énormément et à être vraiment tous hyper heureux et épanouis. Et c'est ça mon rêve. Ça vous donne le sourire. Merci. En tout cas. Grégory. Non, mon rêve, il a bien évolué. Mon ambition, elle a bien évolué. Quand on a ouvert au départ avec mon associé Hervé, on avait un point de vente. On voulait en ouvrir un deuxième. Voilà, aujourd'hui, 20 ans après, on a 150 restaurants. On est dans 13 pays. Rien qu'en France, on doit avoir 3000 salariés. On fait plus de 200 millions de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, le rêve évolue. On est leader en France. Notre rêve pour les 5 prochaines années, c'est d'ouvrir un peu plus de 100 points de vente en Europe, de devenir le leader européen. Et puis, si je rêve encore un peu plus loin, ça serait aller de là où j'ai aimé les sushis, donc aux États-Unis, ça serait de devenir un véritable acteur dans ce segment aux États-Unis. Même pas peur pour reboucler sur le titre de cette matinée. Il nous reste quelques minutes avant d'accueillir le Premier ministre, et puis une imposante délégation ministérielle, puisqu'ils sont 5 autres membres du gouvernement autour d'Édouard Philippe. Mais tout de même, je voudrais profiter de ce temps pour rebondir sur une chose qu'évoquait tout à l'heure Charles-René
attendez, c'est le rebond. La vie d'entrepreneur, elle est faite d'aléas, elle est faite de galères. Il ne faut pas en avoir peur, hein, là aussi, parce que ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Ça nous renvoie à cette phrase de Churchill. Alors les habitués de ces débats savent que j'aime bien les citations. Je suis historien, ça déforme aussi. Churchill a eu l'habitude de dire la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Racontez-nous une galère qui aurait pu vous tuer et qui finalement vous a fait grandir. Sandra. Moi, j'en ai une note de phrase, si tu permets, Arnaud. Je t'en prie. Celle de Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et ça, il faut se la répéter, parce que les galères, on en a quand on est entrepreneur, des galères de cash, bien sûr, de trésorerie, mais aussi de difficultés parfois, de bras de fer avec quelques investisseurs, quand on commence à être un peu désaligné sur la stratégie. Donc il y en a. Quand on vend sa boîte, moi je l'ai vendue, c'est un moment assez fabuleux, mais c'est un moment assez compliqué aussi, parce que c'est quand même un bébé. Moi je l'ai monté ado, à 16 ans, donc le vendre, c'est toujours une grosse émotion. Et recréer, donc là je recrée avec une association, donc une associée, ce qui est différent alors que Canal CE j'avais créé toute seule. Donc j'encourage les gens aussi à s'associer parce que c'est un grand bonheur. Et l'idée c'est effectivement de développer encore la société en se disant que voilà, je relance, il n'y a plus qu'à, donc il n'y a plus qu'à grandir, il n'y a plus qu'à croître, il n'y a plus qu'à s'entraîner à l'oral. Et bien évidemment j'aurai des galères et j'en ai. On en a un peu moins quand même dans une deuxième vie d'entrepreneur parce qu'on a plus de réseaux, on connaît plus de gens, les banques sont plus sympas, les médias aussi. Donc y a même pas peur d'être serial entrepreneur, en fin de compte, voilà, c'est ça le résumé de la matinée. Créer, recréer en fonction de vos envies et de vos besoins. Donc il n'y a plus qu'à créer. Julie Grégory, vous n'y échapperez pas, une galère qui vous a fait grandir. La vie d'entrepreneur, c'est une succession de galères. Ouais. Donc, j'en ai tellement des histoires. Même pas grave, en fin de compte. Non, mais c'est comme ça. Ça fait pas. À la fin, on retient que le positif. Donc, c'est ça qu'il faut garder. Mais c'est fait évidemment au quotidien de problèmes. Je vous dirai pas de nombre de restaurants qu'on a dû fermer, le nombre de pays où on a décidé d'aller, puis on n'a pas réussi à s'implanter. Donc voilà, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Donc, je retiens pas une galère. Ce que je retiens, c'est au final que du positif, même si c'est fait de plein d'embûches. Voilà. Une autre phrase de Churchill, l'optimiste, c'est celui qui voit dans chaque difficulté des opportunités. C'est un peu ça le résumé. Julie. Oui, tout à fait. Nous, on a essayé de se conditionner au bonheur dans l'équipe, c'est-à-dire que quand se conditionner au bonheur, ça j'aime bien. Voilà. En fait, le cerveau humain est fait pour la survie, donc avoir les problèmes, à détecter les problèmes et à vraiment focaliser là-dessus. Sauf que on risque pas de mourir demain de faim. Maintenant qu'on n'est plus à la préhistoire, du coup, il faut conditionner notre cerveau au bonheur, ce qui fait que dès que vous avez une bonne nouvelle, vous la répétez dans la tête pendant 30 secondes. Et en fait, maintenant, les bonnes nouvelles s'ancrent plus à moi que les mauvaises. Donc voilà, je vous invite à faire l'exercice. On va accueillir tout de suite la délégation ministérielle, mais un mot peut-être, Dominique, sur cette résilience de l'entrepreneur, vous qui accompagnez les entrepreneurs, vous qui êtes un serial entrepreneur. Oui, même pas peur des galères? Je me disais, j'ai suivi à peu près le même parcours que Sandra, pour avoir créé, développé, revendu. Ce qui pour moi est important, c'est ce que disait Jean-Charles tout à l'heure sur la question de la transmission d'entreprise. Il y a le profil, il y a deux marchés dans la cession reprise d'entreprise. Le marché caché et le marché visible. Le marché caché, elle a vendu, j'ai vendu. C'est assez simple malgré tout. C'est toutes les petites entreprises, et notamment toutes les petites entreprises, les petites activités dans l'ensemble du territoire français. C'est là où il y a un enjeu majeur. Je ne suis pas certain que le profil du repreneur soit celui classique, et je pense que les jeunes générations ont véritablement un rôle à jouer, et notamment sur tout ce qui est accompagnement, sur toute la filière professionnelle, sur les apprentis également, et ces jeunes qui peuvent, sur des petites activités, se lancer et être accompagnés dans cette démarche-là. Sur l'ensemble du territoire, il y a les quartiers, il n'y a pas que les quartiers, il y a tous les territoires ruraux. Merci à beaucoup à toutes et tous de votre témoignage, de votre expertise, de l'énergie que vous avez partagée avec nous. Merci à vous toutes et tous, mesdames et messieurs, de votre attention. Bon vent dans toutes vos entreprises. On va tout de suite nous dégager cette scène pour accueillir la délégation ministérielle, notamment Édouard Philippe qui va prononcer une allocution. Il est accompagné de 5 autres membres du gouvernement. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, Frédérique Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, est également là Mounir Majoubi, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge du numérique, ainsi que Delphine Gény-Stéphane, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. On les accueille tout de suite. Édouard Philippe.
s'approche de cette scène. Bonne journée à toutes et tous. Et on espère vous retrouver très bientôt pour partager des histoires de vos entreprises, vos success stories, à vous toutes et tous. Bienvenue, Monsieur le Premier ministre. Merci. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, ministre. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Bienvenue. Bonjour, bienvenue. Ça va? Ah voilà. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, the problem with the French is that they don't have a word for entrepreneur. Cette phrase, mesdames et messieurs, est une phrase dont on me dit qu'elle est vraie, dont on me dit qu'elle aura été prononcée par un président des États-Unis, en l'occurrence George W. Bush. Elle est probablement le meilleur exemple de ce que peut être l'humour, peut-être l'humour involontaire, je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est que les Français ont inventé le mot entrepreneur, ils ont aussi inventé, en tout cas créé ce salon annuel des entrepreneurs qui fête aujourd'hui sa 25e édition. Et si je suis venu ici aujourd'hui avec un grand nombre de membres du gouvernement, c'est d'abord pour vous dire merci. Pour vous dire merci pour ce que vous faites ou pour ce que vous allez faire, s'agissant de ceux qui envisagent de se lancer. Pour vous dire merci pour ce que vous faites d'abord pour vous. Car au fond, au début de l'aventure de l'entrepreneuriat, il y a l'idée que l'on peut faire quelque chose pour soi. Très souvent, quand c'est caricaturé, c'est pour s'enrichir. Mais derrière tout entrepreneur, il y a l'idée de création d'un produit, d'un service, d'une richesse, d'un emploi. Et cette création qui est motivée par l'envie de faire quelque chose, d'accomplir un rêve, de créer une aventure, toutes les motivations sont possibles au fond, de s'en sortir. Cette motivation initiale qui est souvent personnelle, qui n'est jamais simplement personnelle, car quand on veut faire un produit ou quand on veut créer un service, en général, on le fait pour quelqu'un d'autre, qu'on ne connaît pas forcément encore, mais enfin, qui est évidemment indispensable dans le process. Et en faisant ça pour soi, on transforme la réalité qui est autour de soi. Et en transformant la réalité, en créant, je le disais, des richesses, des services, des produits, des emplois, on transforme le monde dans lequel on vit et en tout cas le pays dans lequel on vit. Et donc en faisant ça pour vous, vous faites ça pour le pays. Et nous en sommes parfaitement conscients de ce que aider les Françaises et les Français à entreprendre, c'est au fond aider le pays. Et je crains que ce que je suis en train de vous dire, vous ne le sachiez déjà et vous ne le trouviez évident. Mais ça ne l'est pas encore complètement. Il y a encore beaucoup de gens en France qui pensent que aider les entrepreneurs à prendre le risque, à oser, à faire, ce serait aider une catégorie de Français qui n'en aurait pas forcément besoin. Je crois tout l'inverse. Je pense que nous devons faire en sorte que les entrepreneurs, ou plus exactement les Français qui prennent le risque d'entreprendre, puissent réussir. Et du reste, cet amour du risque, ce goût du risque, un très grand nombre d'entre vous le démontrent de façon évidente ce matin en ayant bravé les éléments pour nous rejoindre. Sans prise de risque, il n'y aurait pas de stylo bic,
il n'y aurait pas de boîte de conserve, il n'y aurait pas de poubelle, pas de covoiturage, pas de plateforme de collecte en ligne, pas de musique à portée de pouce. Si Gustave Eiffel n'avait pas été un entrepreneur de génie, Paris ne serait pas vraiment Paris. Et si Coco Chanel n'était pas une entrepreneuse ou une entrepreneur de génie, la France ne serait pas vraiment la France, et en tout cas les Françaises seraient moins élégantes. Au fond, ceux qui ont pris des risques, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne l'ont pas fait forcément pour leur pays, mais ont transformé notre pays. Pour les entrepreneurs, les débuts sont souvent difficiles. Pas toujours, mais souvent. Je citais tout à l'heure Gabrielle Chanel. Elle est une orpheline, elle n'a aucune fortune personnelle. Elle crée une toute petite entreprise, et qui reste durablement une toute petite entreprise, un salon de modiste. Et puis le succès se construit laborieusement, lentement, avec du travail, avec de l'intuition, avec de l'envie, avec parfois du soutien, mais parfois pas autant que ce qu'on aimerait. Et puis elle continue, elle se diversifie, elle crée le numéro 5. Et là, c'est le monde qui s'ouvre. C'est la bascule. C'est l'incarnation de quelque chose qui dépasse encore largement l'entrepreneur. Cette histoire, elle peut se jouer partout dans le monde. Elle se joue d'ailleurs partout dans le monde, mais elle peut se jouer en France. Elle peut se jouer chez nous. Et elle se joue d'ailleurs ici, en ce moment, très souvent, et parfois très vite. Aujourd'hui, Frédéric Jousset, Sandra Legrand, Grégory Marciano, Julie Spollmeyer, qui était sur scène ce matin parmi vous, illustrent cette capacité que vous avez tous à contribuer à changer le visage de la France et à montrer ce qu'est véritablement l'entrepreneuriat. Je pense que ce qui vous caractérise le mieux, au-delà d'une très grande diversité qui est évidente, c'est la volonté de prendre des risques et d'assumer qu'il est indispensable de savoir en prendre. Un goût de l'innovation, je dirais même un certain sens de la débrouillardise, car lorsqu'on crée, lorsqu'on se lance, lorsqu'on innove, on est tenu, ou plus exactement contraint, de devoir s'adapter à des choses auxquelles, au fond, on n'est pas préparé. Ça a toujours été comme ça. Je pense que ce sera toujours comme ça. On peut essayer de faciliter les choses, de limiter la dose d'agacement à subir. Elle sera probablement toujours là. Et ce qui vous caractérise, c'est justement de ne pas vous arrêter à cela et d'arriver à trouver des solutions concrètes pour continuer à avancer. La diversité dont je parlais, elle est évidente. Diversité financière, sociale, humaine, derrière tous les projets que vous portez. Quelques start-upers deviendront millionnaires, tant mieux. Pour beaucoup, et pendant longtemps, il sera difficile de joindre les deux bouts. Et vous le savez aussi. Et tout cela, qu'ils réussissent ou qu'ils soient sur le point de réussir, tout cela sont au cœur de nos préoccupations. Pourquoi ? Parce que, avec le président de la République, avec le gouvernement, notre objectif, j'ai souvent l'occasion de le dire, c'est de réparer ce pays. Non pas de changer la France, ce serait probablement vaniteux de dire que l'on voudrait changer la France. Et d'ailleurs, voulons-nous vraiment la changer ? On l'aime telle qu'elle est. Mais de réparer ce qui ne marche pas bien, dans son état, dans son économie, dans tous les domaines où nous identifions des points qu'objectivement il faudrait réparer. Et pour réparer notre pays, nous avons la conviction qu'il faut que nous renforcions notre capacité à produire et à innover, notre compétitivité. Et là, vous avez un rôle central. Ce dont je suis persuadé, c'est que, comme toutes les batailles, comme toutes les conquêtes, tout ça commence d'abord par les idées. Dans les grandes victoires d'Alexandre, disait les plus sages, il y a toujours les idées d'Aristote. Eh bien, c'est un fait. Le premier combat à mener, avant la réussite de l'entrepreneuriat, c'est le combat des idées. C'est faire en sorte que l'entrepreneuriat gagne sa bataille culturelle. C'est faire en sorte
que les Français regardent l'entreprise et le fait d'entreprendre, non pas comme quelque chose qui serait curieux ou pour d'autres qu'eux, mais comme une forme d'évidence et de nécessité. Et notre conviction, c'est que nous sommes probablement en train de gagner cette bataille. Le regard des Françaises et des Français sur l'entrepreneuriat et sur l'entreprise est en train de se transformer. En 2017, c'est près de 591 000 entreprises qui ont été créées. C'est plus que l'année précédente. Et c'est un chiffre qui n'est qu'un chiffre, mais c'est un chiffre impressionnant. Lorsque l'on interroge les Français, on obtient des résultats qui sont bien meilleurs sur la perception de l'entreprise et de l'innovation qu'ils n'ont jamais été. Un Français sur 4 déclare envisager la création ou la reprise d'une entreprise. Les femmes qui, pendant longtemps, ont été écartées, soit directement, soit indirectement, de cette possibilité, de cette idée même de créer des entreprises, les femmes déclarent aujourd'hui à plus de 32%, sont à 32% des créateurs et des repreneuses d'entreprises. On part de très loin, c'est vrai, mais on avance vite, et c'est bien. Au-delà des entrepreneurs qui participent à ce salon, il y a plus de 2,5 millions de Français qui ont d'ores et déjà un projet mûri, réfléchi, qu'ils aimeraient pouvoir concrétiser dans les 2 années qui viennent. Et quasiment la moitié des 18-24 ans déclarent vouloir entreprendre. Et au fond, si nous sommes venus nombreux aujourd'hui, c'est pour montrer que cette évolution est la bonne et que nous voulons l'accompagner, la renforcer, la faciliter. La politique que nous avons engagée avec le gouvernement, c'est une politique qui vise d'abord à aider les petites entreprises. Et je le dis comme ça. Nous voulons faire en sorte que ceux qui se lancent, et en général quand on se lance, on commence d'abord par la case petite entreprise, puissent réussir. Protéger les entreprises, simplifier le quotidien des entrepreneurs, voilà nos priorités. On a donc commencé à mobiliser plusieurs leviers. Le premier levier, je le dis en présence de Muriel Pénicaud, qui en parlerait plus longtemps et mieux que moi, c'est la réforme travail, qui a été conçue, pensée, présentée, assumée comme un texte d'abord dirigé vers les petites entreprises, vers les entreprises de moins de 50 salariés. C'est elles qui accueillent le plus grand nombre de salariés en France, et de très loin. Et c'est elles qui sont le levier de création de richesse le plus évident demain. La réforme que nous avons engagée en matière de travail, c'est faire en sorte que dans toutes les entreprises de moins de 20 salariés, où il n'existe pas d'élus du personnel, on puisse enfin adapter les règles relatives à l'organisation du travail, comme on le fait dans les grandes entreprises, en accord avec les syndicats. Dans les TPE, c'est une consultation démocratique du personnel à la majorité des 2/3 qui suffit désormais. L'employeur et ses salariés décident collectivement des règles de vie au travail. C'est simple, c'est efficace, et de façon étonnante, c'était peu possible auparavant. Et tous ceux qui entreprennent savent que quand on est 5 dans une boîte ou 12, on est dans une relation où tout le monde vit avec tout le monde en permanence. Et on a donc intérêt à pouvoir discuter et surtout à pouvoir tirer les conséquences de ces discussions pour pouvoir s'organiser collectivement. Et bien curieusement, c'était peu facile jusqu'à présent. Nous avons voulu, dans ces ordonnances travail, corriger cela et mettre au cœur des petites entreprises cette possibilité de s'accorder et de s'entendre. Vous savez aussi que nous avons bougé sur la question fiscale en revoyant complètement la fiscalité du capital. Il ne s'agit pas de faire de cadeaux à tel ou tel, mais de mobiliser l'épargne nationale en faveur de l'investissement dans notre économie. J'aurai l'occasion d'y revenir. Nous avons supprimé le régime social des indépendants et doublé le plafond du chiffre d'affaires nécessaire pour bénéficier du régime microsocial. À partir de 2019, nous allons aussi établir une première année blanche de cotisation sociale. L'idée, c'est de se lancer et de ne pas commencer par payer avant de produire et de vendre. Et donc, dans la première année, essayer de s'exonérer
de ce qui va forcément constituer quelque chose qui ralentit votre progression et qui ralentit votre capacité à prendre des risques. Nous réfléchissons aussi, ça a pu surprendre, et les discussions sont en cours, à la meilleure manière de réformer l'assurance chômage pour créer de nouvelles protections pour les entrepreneurs. Vous vous lancez, vous assumez des risques, c'est très bien, on ne peut pas les faire disparaître, mais on peut les intégrer. Et on peut essayer de faire en sorte qu'en les ayant intégrés, vous soyez non pas dérisqués complètement, parce que ça n'arrivera pas, mais que vous puissiez prendre vos risques en parfaite connaissance de cause et peut-être avec plus de tranquillité d'esprit. C'est une négociation difficile, elle est en cours, Muriel Pénicaud la connaît parfaitement, mais j'ai bon espoir qu'elle finisse par aboutir dans de bonnes conditions. Enfin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui n'est pas là aujourd'hui, porte un projet de loi pour un État au service d'une relation de confiance qui a pour objet de transformer la relation entre l'administration et les entrepreneurs, entre l'administration et tous les Français, mais aussi entre l'administration et les entrepreneurs. C'est ce qu'on a appelé parfois le droit à l'erreur, qui admet la possibilité de se tromper dans certaines déclarations à l'administration. Car oui, il arrive de se tromper. C'est pas grave. On peut légitimement se tromper, on peut de bonne foi se tromper. Et lorsqu'on se trompe de bonne foi, il faut que la réaction de l'administration ne soit pas immédiatement une réaction de sanction, mais bien une réaction de conseil, d'orientation et d'accompagnement. Et nous voulons transformer cette culture aussi. Et je suis certain que c'est possible. Ce projet de loi en est une première étape. Ce n'est pas simplement un texte qui modifie une culture. Donc il faudra aller plus loin. Mais c'est une première étape et elle dit assez clairement là où nous voulons aller. Tous ces premiers leviers amorcent cette confiance, cette nouvelle culture, cette nouvelle relation entre l'État et les entrepreneurs. C'est un changement culturel que nous voulons insuffler en votre faveur. Mais ça ne suffit pas. On doit aller plus loin et nous voudrions poursuivre le combat. Je ne suis pas sûr que la métaphore guerrière soit la plus adaptée, mais enfin néanmoins je l'utilise, poursuivre le combat et passer à la vitesse supérieure, dans 3 directions. D'abord la simplicité. Tout ce que nous ferons collectivement pour renforcer la simplicité des dispositifs sera bienvenu. Et il y a beaucoup à faire. Et donc il faut commencer tôt. Et notre objectif, c'est de commencer tout de suite, c'est même d'avoir déjà commencé à certains égards. 3 exemples. La création d'entreprises. Nous pensons qu'elle doit devenir possible en ligne, en quelques clics, en simplifiant au maximum l'ensemble des procédures qui ralentissent ou contraignent la façon dont on crée une entreprise. Il se trouve que la technologie le permet. Si la technologie le permet, profitons-en. Arrêtons de faire compliqué quand on peut faire simple. C'est facile à dire, c'est parfois plus difficile à faire, mais on doit pouvoir y arriver en 30 minutes et pour un coût limité, créer son entreprise. Dans la consultation engagée récemment, plus de 1300 personnes ont soutenu cette proposition. Deuxième élément qui va avec, la création d'un registre unique. Un registre unique qui puisse simplifier la vie des entrepreneurs, qui sont parfois, non pas découragés, car s'ils se décourageaient pour cela, ce serait mauvais signe, mais décontenancés, agacés et légitimement agacés par la complexité et les incohérences des procédures qui leur sont imposées. Ce registre unique devrait constituer un gain de temps pour tout le monde. Nous y travaillons. Il faut également simplifier et lisser les seuils. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, le dit régulièrement, il a parfaitement raison. Nous devons faire en sorte de limiter les effets de seuil, notamment pour les entreprises qui sont en dessous de 50 salariés. La meilleure façon de combattre le chômage, la meilleure façon de développer les entreprises en France, c'est de faire en sorte que celui qui n'a aucun salarié se dise qu'en avoir un est facile. La meilleure façon de développer les entreprises, c'est de faire en sorte qu'on ne s'arrête pas à 9, à 19 ou à 49 salariés. Et qu'on puisse, si on en a besoin, et si on croit à son projet, passer sans problème à 51, 52, 53, sans se dire « attention, si je le fais, je crée plus de problèmes à mon entreprise, je prends plus de risques ». Alors là encore, c'est simple à formuler, c'est compliqué à faire. Ça peut coûter des sous, parce que les effets de seuil, ils sont embêtants pour les entrepreneurs et ils sont importants pour les organismes sociaux, voire pour l'État. Mais notre objectif, dans le cadre de la loi Pacte, c'est évidemment de faire en sorte de stimuler l'embauche et d'arrêter tout ce qui peut être regardé comme un frein à l'emploi. Deuxième axe après la simplicité, les compétences.
nous devons collectivement, et tous, autant que nous sommes, développer les compétences et faire en sorte que ce qui constitue la première sécurité des travailleurs, la première sécurité des Français, ses propres compétences, puissent être développées. J'utilisais la métaphore guerrière tout à l'heure, je voudrais la reprendre. Le droit, c'est souvent une ligne Maginot. C'est important, hein, je suis juriste de formation, je ne vais pas vous dire que le droit, ce n'est pas important. Mais la meilleure sécurité, ce n'est pas la frontière posée par le droit. La meilleure sécurité, c'est la compétence de chaque individu. Et tout ce que nous ferons pour augmenter le niveau de compétence, pour adapter les compétences que l'on a acquises initialement au monde et aux transformations du monde, sera utile. C'est un défi collectif, c'est un défi sur lequel nous voulons investir massivement. Il y a plus de 15 milliards d'euros dans le cadre du grand plan investissement compétences qui seront consacrés à améliorer les dispositifs et à faire en sorte que nous puissions faire évoluer les compétences de chacun ou remettre à niveau ceux qui en ont besoin dans tous les domaines qui vous intéressent, dans les compétences du numérique que Mounir Majoubi regarde avec une attention constante, mais pas seulement dans cela, dans l'industrie, dans le service, dans l'acquisition de compétences linguistiques, dans le développement des nouveaux outils, nous devons faire des progrès et tout investissement en la matière est un investissement qui paye et qui rapporte. Donc il faut mettre les moyens, nous les mettrons, je vous ai parlé des 15 milliards, il y aura beaucoup d'autres choses et nous devons aussi réformer notre système de formation, c'est l'objet des négociations qui sont en cours, c'est l'objet des investissements importants que nous mettons en place avec le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, qui est présente aujourd'hui. Transformer l'apprentissage pour tous les niveaux, que ce soit les premiers niveaux jusqu'au plus haut niveau du supérieur. Transformer la formation professionnelle, faire en sorte que la formation initiale à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université soit la meilleure possible. Le défi, mesdames et messieurs, de l'intelligence et des compétences, c'est le défi français, c'est le défi de notre époque. C'est le plus grand défi auquel nous devons nous atteler, parce que si nous le relevons, nous pouvons réussir dans tous les domaines. Et c'est une des grandes ambitions de ce gouvernement, qui exige des moyens, nous allons les dégager, les consacrer à cet effort, et qui exige aussi une vision et une cohérence dans le temps. Troisième axe, l'attractivité, la compétitivité. Nous devons amplifier nos efforts pour renforcer notre attractivité et notre compétitivité. Choisir la France, je fais référence au programme Choose France, ce n'est pas simplement l'affaire des grandes entreprises internationales, c'est activer tous les leviers pour favoriser la croissance, la création d'entreprises partout en France. Et derrière le slogan, il y a des mesures qui sont bien identifiées, c'est tout ce que nous faisons et tout ce que nous allons faire pour faciliter le financement des entreprises. Nous avons allégé la fiscalité du capital, c'est vrai. Nous devons maintenant orienter l'épargne nationale, la dégeler, si j'ose dire aujourd'hui, mais l'orienter vers des produits d'épargne qui sont plus longs, vers l'épargne retraite, vers les besoins des entreprises, vers l'accompagnement du financement de la croissance des entreprises. C'est indispensable. Tout à l'heure, j'étais à une table ronde, qui n'était pas ronde d'ailleurs, elle n'était pas du tout ronde. Dans cette table ronde qui n'était pas ronde, il y avait 3 entrepreneurs, en l'occurrence 3 femmes, qui avaient chacun des projets dans des domaines extrêmement différents, qui avaient commencé à les mettre en œuvre. À chaque fois, on était avec Bruno Le Maire, à chaque fois elles nous ont dit, l'essentiel pour moi, c'est d'avoir accès dans des toutes petites entreprises qui se lancent à du capital pour pouvoir développer et pour pouvoir recruter. Pas forcément pour pouvoir investir, mais pour pouvoir porter le risque de recrutement pendant le moment où je me lance. Et bien ça passe par l'accès au capital, y compris pour de toutes petites entreprises. Pas simplement pour des startups qui ont déjà franchi un certain nombre de seuils qui leur permettent d'accéder facilement au capital, mais pour les toutes petites entreprises, y compris les entreprises de services ou de microproduction. C'est absolument indispensable et ça passe par une réorganisation complète des circuits de financement. Nous devons promouvoir les échanges entre le monde de la recherche et celui de l'entreprise. Il y a un monde de la recherche extraordinaire en France, extraordinaire, très divers, pas toujours très connu,
pas toujours très accessible parce que les sigles utilisés et les domaines hyper spécialisés de la recherche font que pour le commun des mortels dont je suis, c'est souvent incompréhensible. Mais ce qui est parfaitement compréhensible, c'est qu'il y a là une ressource exceptionnelle qu'il faut brancher sur les entrepreneurs. On peut demander bien sûr aux chercheurs d'être des entrepreneurs, parfois ils le sont, c'est merveilleux. Mais on peut aussi faire en sorte que les entrepreneurs aient parfaitement accès aux richesses intellectuelles, aux richesses scientifiques qui sont développées dans nos centres de recherche, dans nos universités, partout dans le monde du supérieur, pour pouvoir transformer cette intelligence en produits, en services, en innovation. Et puis, pour faciliter le risque, nous voulons supprimer, en tout cas diminuer très largement, la stigmatisation des entrepreneurs ayant connu l'échec. Favoriser la prise de risque, c'est, je le disais tout à l'heure, faire en sorte qu'on prenne des risques en connaissance de cause, mais que le risque qu'on a pris, quand il n'a pas marché, ne vous poursuive pas pendant des années et des années, comme quelque chose qui viendrait teinter ou réduire votre possibilité de continuer à prendre des risques ou d'en prendre d'autres. Or, vous savez parfaitement, en tout cas si vous êtes déjà engagé, que lorsque vous prenez des risques, notamment des risques entrepreneuriaux, et que ça ne marche pas, il vous arrive d'avoir à subir pendant longtemps la notation ou les indicateurs, notamment de la Banque de France. Nous voulons faire en sorte que, tout en préservant la sécurité de l'accès au crédit, on puisse ne pas être stigmatisé quand on a essayé. Rater, ça arrive à tout le monde. Et les plus grands entrepreneurs passent leur temps à dire, c'est pas moi qui le dis, les plus grands entrepreneurs partout dans le monde, partout dans l'histoire, passent leur temps à expliquer que l'échec est une donnée de la réussite. Et que celui qui réussit, c'est celui qui surmonte une série d'échecs. Ou plus exactement, qui apprend d'une série d'échecs. Et tout ce qui est fait en France pour dire « vous avez échoué, vous ne réussirez jamais » est totalement absurde et totalement contre-productif. Nous allons essayer, avec le ministre de l'Économie et des Finances, nous allons essayer de transformer cette mauvaise habitude nationale pour faire en sorte que ceux qui essaient, y compris quand ils ne réussissent pas, puissent continuer et rebondir. Alors ces projets, c'est pas pour demain, c'est pas pour dans 6 mois, c'est notre feuille de route actuelle, c'est un certain nombre d'engagements que nous avons pris et que nous allons tenir. Pour mobiliser le pays autour des entrepreneurs, nous avons lancé avec Bruno Le Maire et Delphine Génie-Stéphane le pacte. Vous en avez entendu parler, c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Et de façon très innovante, le ministre, la secrétaire d'État ont décidé de construire ce projet de loi en demandant leur avis à ceux que ça intéresse peut-être le plus directement, en mode participatif. Du 15 janvier au 5 février, une consultation publique, avant même l'écriture du texte, avant même sa transmission au Conseil d'État, sa présentation au Conseil des ministres, sa discussion au Parlement, a été organisée. Certains d'entre vous ont participé, ont fait des propositions, ont voté. Les chiffres de cette consultation doivent être connus. 64 000 votes, près de 13 000 contributions et près de 8 000 participants. Et le 18 avril, le projet de loi Pacte, qui tiendra évidemment largement compte de cette consultation numérique, sera présenté en Conseil des ministres. À peu près à la même date, nous présenterons le projet de loi relatif à la réforme de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'assurance chômage. Et dès vendredi matin, avec Muriel Pénicaud, nous aurons l'occasion, avec les acteurs de cette réforme, de ces réformes, de faire le point dans une réunion multilatérale et de dire les pistes sur lesquelles nous sommes en train de nous mettre d'accord. Le 23 février prochain, j'annoncerai des mesures pour renforcer l'accompagnement de nos entreprises à l'export. Là encore, quelques entrepreneurs présents aujourd'hui m'en ont parlé directement. L'accès à l'export, l'accès au marché extérieur, pour les très grandes entreprises, ce n'est pas un problème, ça peut toujours être difficile, mais ce n'est pas un problème. Pour les toutes petites, ça peut être redoutablement compliqué. Parce qu'on est angoissé, parce que les dépenses qu'on y consacre peuvent être lourdes. Et notre objectif, c'est de faire beaucoup mieux. Alors pour faire beaucoup mieux en commerce extérieur, il y a 2 choses. Il faut d'abord qu'on soit plus compétitif. L'ensemble des mesures que je viens d'exposer visent à cela. Et puis il faut qu'on organise autrement
notre système d'accompagnement des entreprises à l'étranger, qui ne marche pas bien. Il faut le constater. Si les chiffres étaient bons, on ne toucherait à rien. Ils sont mauvais, il faut changer. Et donc on va changer, et on aura l'occasion de l'annoncer au mois de février, après, là encore, une phase de consultation avec les acteurs principaux. Je pourrais vous dire beaucoup d'autres dates, évoquer beaucoup d'autres chantiers. Je pourrais parler de l'innovation, du numérique, de l'intelligence artificielle, sur lequel on va avoir des éléments très intéressants bientôt. Mais au fond, il faut revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'énergie que tous ensemble nous mettons à réussir. Vous dans vos projets, nous dans les nôtres, et tous ensemble au service de notre pays. Cette énergie-là est fondamentale. Sans cette énergie, il ne se passe rien. Vous pouvez créer les plus beaux dispositifs, vous pouvez avoir les meilleurs mécanismes d'accompagnement. À la fin de la fin, c'est sur cette énergie, cette capacité à prendre des risques, cette envie de réussir que repose la réussite collective. Et moi, je compte sur cette réussite. Je sais que vous avez envie. Je crois vraiment, mesdames et messieurs, qu'il se passe quelque chose dans notre pays. Ce n'est pas simplement une question d'atmosphère, si j'ose dire. Ce n'est pas simplement une question de morale. C'est une envie collective et la capacité que nous avons à nous dire que c'est possible. Qu'on peut réparer ce pays, qu'on peut réussir dans ce pays, qu'on peut créer ici des boîtes qui vont formidablement marcher, qui vont satisfaire des besoins qui sont déjà là ou qui vont être créés. C'est la capacité qu'on a à avoir foi dans ce que nous faisons. Et on m'a dit tout à l'heure qu'ici c'était un booster d'énergie, que ceux qui se posaient la question de savoir s'il fallait entreprendre venaient ici et qu'en général, une fois qu'ils avaient participé, qu'ils avaient rencontré, qu'ils avaient vu des expériences réussies, ils repartaient avec la conviction évidente que ça allait marcher, qu'il fallait se lancer. Et bien communiquez ça entre vous ici, mais communiquez-le à l'extérieur, on en a besoin. On a besoin de cette énergie. La France, elle a besoin de votre énergie, elle a besoin de vous. Donc assumons-le, dites-le, montrez-le, incarnez-le. Et puis je voudrais terminer, mesdames et messieurs, par une référence, non pas une référence littéraire, mais une référence au cinéma. N'y voyez pas l'expression d'une grande naïveté, je voudrais vous parler d'un film formidable qui s'appelle « La vie est belle ». Un film formidable en noir et blanc, un film de Frank Capra, et un film dont le héros est un entrepreneur. Quelqu'un qui sait que ce qu'il fait, il le fait pour lui, mais il ne le fait pas que pour lui. Quelqu'un qui sait, comme je vous le disais au début de mon propos, que ce qu'il entreprend change la vie. Alors elle ne change pas forcément le monde, mais change le monde dans lequel il est installé. Quelqu'un qui, en poursuivant son intérêt, en renonçant parfois à ce qui lui serait possible pour construire et pour prendre des risques et pour innover, transforme le quotidien de ceux qui l'entourent, de son village et de sa ville. Si vous n'avez pas eu suffisamment d'énergie aujourd'hui, si, après avoir bravé à nouveau les éléments pour rentrer chez vous, vous avez envie de vous mettre au chaud et de regarder un film qui, au fond, incarne cette partie formidable de ce que peut être l'entrepreneuriat, ce soir, sur un service légal de téléchargement, je vous encourage vivement à regarder La vie est belle.
so dark. I can't bear